Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est le 3e numéro du Front Page de décembre 2022, ce qui veut dire que c'est le dernier Front Page de l'année 2022. Il y en aura eu 3 fois par mois et donc 36 en tout, en plus de quelques numéros spéciaux consacrés notamment à la San Diego Comic Con ou la New York Comic Con. Corentin est avec moi, bien entendu. Oui. Bonjour Corentin. Salut. Tu vas bien ? Bah oui, ça va mieux, ça y est. J'ai fini le cycle. C'est bronchite, grippe et angine. J'ai fini le cycle. C'est vrai ? Ouais. J'ai fini l'hiver. Le jeu de l'hiver, j'ai battu le boss de fin. Oh, il y a encore le mois de janvier qui s'approche. Ça va aller. Avec le FIBD, t'inquiète pas, je pense que tu repartiras pour un autre cycle de nez bouché et tout ça. Mais voilà, c'est déjà la dernière fois qu'on se retrouve pour 2022. Il n'y aura pas d'autres podcasts en 2022. C'est le dernier des derniers de cette année. Ciel. Est-ce que First Print, ça continue en 2023, Corentin ? Bah, a priori, oui. Enfin, ouais, tu crois ? T'étais sûr ? Ouais. Ah, je sais pas. Hein. Si, je suis sûr. Ah, ok, t'es sûr. Ok, très bien. T'es sûr ? Ah, je sais pas. T'es pas sûr ? Bon, bah on va commencer. On va commencer tout de suite. Bah voilà, c'était une riche année encore. On a sorti je ne sais pas combien d'émissions, on a reçu je ne sais pas combien de personnes et vous avez été je ne sais pas combien à être toujours plus nombreux à nous écouter. J'ai pas regardé les chiffres juste avant de faire le podcast, mais c'était tout simplement. Bah bravo. Mais oui, bah je sais. Waouh. Mais c'est la fin de l'année, tout le monde est en vacances, tout le monde se repose peut-être. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas on espère simplement que vous allez bien, que vous avez plaisir à nous suivre dans nos rendez-vous réguliers comme nos rendez-vous plus ponctuels. Et on vous rappelle que ce podcast ne serait rien sans vous. Et donc, on vous invite, si vous le pouvez, à nous soutenir de multiples façons, c'est-à-dire en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux, en mettant des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et bien entendu, si il vous reste encore des étrennes de Noël, vous pouvez encore en profiter pour nous soutenir de façon pérenne avec notre page Tipeee qui est ouverte H24 et dans laquelle vous avez toujours un lien dans les descriptions de nos podcasts. Ceci étant dit, Corentin, il faut qu'on parle un petit peu de comics puisqu'il y a toujours des annonces qui arrivent de temps en temps et c'est notamment du côté de Comics Initiative qu'on a eu pas mal d'annonces de comics pour l'année 2023 avec des titres indés qui nous viennent à la fois de votre comics mais aussi avec quelques auteurs très connus dans ceux qui lisent des comics indépendants comme celui de Jonathan Hickman. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler les 4 titres qui ont été annoncés au cours des derniers jours de cette fin d'année et donc on vous en reparlera évidemment à chaque fois quand il y aura une campagne puisque c'est comme ça que la maison d'édition elle procède et certains de ces titres avaient d'ailleurs été mentionnés par Michael Jérôme, le directeur éditorial de Comics Initiative que nous avions reçu en podcast il n'y a pas si longtemps. Donc on vous rappelle il y a pas mal de super friends avec les éditeurs de comics. On a refait un petit peu le tour de France des éditeurs qu'on va continuer en janvier 2023 avec notamment des personnes qu'on n'a pas encore reçues et qu'on a vraiment hâte d'aller retrouver et donc partagez ces podcasts et écoutez-le aussi si ça vous plaît, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses du milieu de l'édition. Corentin, je te disais donc, fais-nous un petit peu le débrief des 4 titres qui ont été annoncés récemment parmi donc ces éditions en français de travaux américains. D'accord. Écoute, on va commencer par Red Mass for Mars. Yes. Pas confondre avec Terra for Mars, qui est un super manga avec des cafards géants. Red Mass for Mars, donc, qui est une BD de Jonathan Hickman. Et Ryan Bodenheim, le regretté Ryan Bodenheim, qui est mort il y a quelques années. Qui est un vieux projet maintenant de Hickman qui date de la fin des années 2008 si je dis pas de bêtises, qui en fait raconte c'est très compliqué à décrire, parce que pour synthétiser c'est une série en 4 numéros et une série de Hickman en 4 numéros, ça ne veut pas dire que Hickman se retient de faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire du gros world building avec beaucoup de couches d'épaisseur. Sauf que comme c'est très condensé, c'est aussi un peu compliqué à suivre et à identifier, à isoler des éléments très particuliers dans l'intrigue. Pour la faire court, on va essayer de simplement résumer ça comme ça. C'est l'histoire d'un mec. Ça commence toujours très bien, voilà. Ça, c'est une blague de Coluche. C'est l'histoire d'un personnage principal qui voit le futur et qui voit tout le futur. Il n'a pas des visions ou quoi. Il voit en fait le futur en continu, sans discontinuer. Et donc il avait prévu un petit peu à quoi ressemblerait la Terre après une série de catastrophes naturelles, qu'elles soient écologiques, épidémiques, militaires, terroristes, etc., etc. Il a bâti une sorte de forteresse à New York pour les survivants. Et puisque c'est le futur, il y a des aliens qui régulièrement viennent nous visiter et avec qui il faut qu'on se tape sur la gueule. Donc on a créé des super-héros, on a créé des factions, on a créé même des bastions, on va dire un peu renégats à la périphérie de l'humanité.
Et là, il arrive une invasion que, a priori, on ne pourra pas contenir seul. Et même celui qui voit l'avenir, en fait, voit que c'est terminé, que c'est fini, que là, voilà, il y a plus d'échappatoire possible. À moins que il aille voir un autre personnage qui est le seul dont le destin lui échappe, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui arrive en général quand ce personnage-là rentre dans l'équation. Et c'est un super-héros, un peu à la Superman, justement, très puissant, très invincible, qui vit sur Mars. Bah si, justement, il y a un parallèle, mais tu verras. Qui vit sur Mars, voilà. Donc, c'est un peu le synopsis de base. On va rajouter aussi une petite équation fantasy qui vient se greffer là-dedans, un peu chevaleresque. C'est très compliqué, encore une fois, de l'expliquer ou de le justifier. Mais donc, c'est une série dense, c'est une série très épaisse, avec tout ce que Hickman met généralement dans ses BD. C'est une bonne lecture, c'est cool de voir Comics Initiative récupérer donc ce petit produit-là dans la bibliothèque de Hickman. Pour les fans de Hickman, dont nous sommes, ça fait du coup un trou en moins à combler. Et il y a d'autres titres en plus que Hickman avait fait, avec Bodenheim, mais pas que en plus, en indépendant, qu'on pourrait imaginer Comics Initiative récupérer à terme. Il n'y a pas God is Dead ou un truc comme ça? Alors, il y a God is Dead, il y a Lying and Living, je crois. Enfin, il y a d'autres. Vraiment, c'est assez compliqué à énumérer. Alors, The Dying and the Dead, par contre, ça avait été édité chez Glénat. Pas The Dying and the Dead, je confonds avec autre chose, mais bref, peu importe. Donc, voilà. Donc, ça fait du Hickman en France, on est content. Après, Otley, en plus, et Grizzly Sharks, ça fait quand même 2 noms importants, du marché des comics qui arrivent chez Comics Initiative. Donc, très bien, tant mieux. À côté de ça, ils soignent toujours leur petit pan de comics jeunesse, avec 2 projets qui viennent en plus s'ajouter à 2 titres qu'ils avaient déjà édités, puisque c'est les équipes créatives qu'on connaît bien. Felipe William, enfin plutôt Philippe William, je crois qu'il faut dire, parce qu'il est brésilien, mais il n'y a pas de E à la fin de son Philippe, qui avait fait Sodade, Arnaud, que tu aimes bien, je crois, qui là va travailler sur qui a travaillé sur un titre qui s'appelle en VO Calmaria, et qui là ça a été traduit sous le titre Après la tempête, qui est toujours dessiné par Melissa Garabelli, enfin qui est toujours complété d'ailleurs, je crois, juste simplement par Melissa Garabelli. Donc voilà, c'est une petite histoire dont j'aurais du mal à vous dire un petit peu de quoi il s'agit, puisque on a simplement une sorte de synopsis qui est à quoi doit-on accepter de renoncer pour être capable de voir une histoire d'amour naître et bourgeonner sans se perdre en chemin. Donc l'histoire de 2 jeunes gens qui vont se rencontrer, tomber amoureux a priori, et devoir faire des compromis, des sacrifices pour ça. Un titre jeunesse donc, et le deuxième qui est Wonder City par Jared Kullum, qui lui avait fait Cody. Oui. Et qui n'est pas au scénario et au dessin cette fois-ci, parce qu'il est la BD est écrite par Victor Fusté. Voilà, tu veux en parler peut-être ou... Non, juste que Cody c'était très 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 bien. Voilà, donc c'est l'histoire de jeunes filles, jeunes femmes dans un New York années 80 façon cinéma Amblin, qui vont essayer d'endiguer une invasion de zombies. Voilà, les références cités vont évidemment chercher du côté de Stranger Things, du côté de Spielberg, etc., etc. Un titre jeunesse qui a l'air très joli, des planches qu'on avait déjà vues. Donc voilà, ça c'est pour le côté ado adulte, on va dire, selon un adulte qui veut revenir en enfance ou pas. Et on termine avec la dernière fournée, puisqu'il y a 3 titres qui ont été annoncés ensuite à 3 jours d'intervalle chacun. On a Mindset. Arnaud, Mindset, on en a déjà parlé, non? Je crois, hein. J'ai la mémoire qui flanche. Ben mais moi, je reste tranquille. C'est Zach Kaplan, scénariste Zach Kaplan, donc un des grands fournisseurs de séries indé SF ouais. Aujourd'hui, avec Portover, avec Eclipse, avec Metal Society. C'est vrai que Portover, du coup, je me dis qu'il ce serait bien de le ramener aussi, parce que c'était vraiment très très chouette comme concept. Oui, il avait un contrat avec Skybound pour livrer en fait des nouveautés indé. Ouais, mais Portover, c'était chez Top Cow de mémoire. Oui, mais Eclipse en l'occurrence, c'était chez Skybound, et je crois que Metal aussi. Ah non, Metal était peut-être chez Volt, justement. Mais donc voilà, c'est un grand créateur de monde, là encore, qui va toujours imaginer des sociétés un peu space-up, un peu très futuristes. Là, c'est moins le cas. C'est une histoire qui va plus chercher dans le social network ou plutôt Black Mirror. Voilà, parce que c'est en fait un monde contemporain avec des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, et un ingénieur en informatique qui va devenir milliardaire en créant un logiciel qui permet de contrôler l'esprit des gens. Donc le mind control. Voilà, donc c'est John J. Person au dessin, Person qui était le coloriste de Blue and Green, qui arrive bientôt en VF chez iComics. Donc Blue and Green, on en a déjà parlé, on vous avait dit à quel point c'était très beau, et les couleurs de Person n'y étaient pas pour rien. C'est aussi un pote de Martin Simmons, qui parce qu'il a déjà fait des variantes cover pour Department of Truth, et Simmons a signé une couverture variante pour le premier numéro de Mindset. Donc c'est un peu la même famille d'enfants cachés de Bill Sienkiewicz, qui a décidément beaucoup bourlingué à travers le monde avant de se marier.
Donc voilà, Tu vas te prendre un procès en diffamation. Non, mais je veux dire, graphiquement, bien sûr, hein, Sienkiewicz n'a pas vraiment enfanté les mamans de ces différents artistes. Encore que, on ne sait pas, peut-être que chacun veut rendre hommage à son père caché, on ne sait pas. Voilà, ça ne te regarde pas, Corentin. Mais donc voilà, c'est un super projet, en tout cas au niveau graphique, une vraie série d'horreur atmosphérique, on va dire, avec justement ce côté très thriller, enfin techno-thriller, surréaliste, parce que c'est vraiment un style de graphique surréaliste. Si vous êtes fan de Sienkiewicz, comme moi, il faut y aller, parce que c'est très très beau. Ensuite, on a Backtrack de Brian Jones, pas Brian Jones, et Jake Elphick, donc voilà, qui a un nom très très RPG. Donc là, il s'agit d'une course à la mort, où en fait une ancienne pilote, comment dire, un peu, tu vois, un Baby Driver, le fait que le pilote aide les braqueurs à s'enfuir, etc. Voilà, je sais pas comment ça doit avoir un nom, c'est Ice Pilot en anglais. Donc une pilote qui était dans le banditisme, qui au cours d'une opération a perdu ses proches, et qui un jour le diable, on va dire, une sorte de diable, frappe à sa porte et lui dit, si tu veux, on fait un contrat, toi et moi. Tu participes à une course de folie et en échange, je rends la vie à tes anciens amis. Donc voilà, la course en question va l'emmener au pays des dinosaures. Voilà. Et donc plein de pilotes un peu shady comme ça vont participer à la course. Évidemment, le but va pas être forcément d'arriver premier, mais surtout de survivre aux échauffourées qui se préparent en chemin. Donc ça, c'est un projet effectivement de qui d'ailleurs? Qui c'est qui a édité ça en VO? Je sais même plus. Bah, c'est pas Vault? C'est peut-être Vault. C'est soit Vault, soit c'est Scout Comics. Ça peut être Scout Comics, sinon c'est Oni. C'est Oni. Bah, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais, après, on est dans les petites maisons d'édition américaines. Voilà. Et Verbatim de Patton Oswalt, qui lit tous les comics qui sortent tous les mois. Ouais, et enfin, voilà, le dernier, c'est donc Verse, qui là, pour le coup, est une autre création de Vault Comics. C'est une petite saga de fantasy en 3 tomes, en 3 romans graphiques, même pour être précis, qui raconte l'histoire d'un jeune forgeron qui ressemble un petit peu à Link de Zelda, qui quitte son village pour devenir forgeron, enfin pour apprendre le métier de forgeron sur la route, et qui va rencontrer une jeune femme qui a des cornes à la place de la tête, comme les créatures fantastiques de ce monde-là, qui s'appelle les Vels. C'est un monde un petit peu à la Ascender, où en fait la magie a disparu et où les humains du coup ont appris à faire sans, sauf que les Vels, qui sont des monstres qui attaquent régulièrement les humains, eux sont dotés de magie. Et la jeune femme en question, qui ressemble aux Vels, n'est pas forcément une Vel, mais elle a aussi des pouvoirs magiques, des sortilèges et compagnie. C'est plutôt joli, ça ressemble un petit peu à Zoc graphiquement au niveau des paysages pour ceux qui voient. C'est très forestier, c'est très médiéval classique, c'est très joli aussi, ça fait très franco-belge, très européen. Voilà, que ça a reçu pas mal de comment dirais-je, de verbatim de différents auteurs qui trouvent ça effectivement très intéressant. Un bon accueil critique outre-Atlantique. C'est ça, et apparemment c'est une saga à suivre en fantasy, en comics actuellement. Donc une belle fournée, il y a de tout. Il y a de l'horreur, il y a de la science-fiction, il y a de la fantasy, il y a des grands auteurs, il y a des BD jeunesse, un catalogue complet qui est bien et que j'ai beaucoup parlé déjà pour un début de podcast. Ouais. Donc n'hésitez pas, moi dans le tas, je vous recommanderais peut-être plutôt Barren Mass for Mars, vu notre auditorat, et vous savez qu'on aime bien Rickman et vous aussi a priori. Pareil pour Mindset, on a probablement pas mal de fans de Sienkiewicz dans nos rangs et donc il est important de continuer à suivre les héritiers volontaires ou involontaires. Et Backtrack, voilà, c'est plus du comics un peu à la Skybound, voilà, avec un high concept et beaucoup de violence et des dinosaures, donc forcément bien. Et si vous êtes parents, toujours pareil, n'hésitez pas à jeter un œil du côté des comics jeunesse, il y a certainement des choses qui pourraient plaire à vos petits enfants. Très bien. Vos enfants, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, on peut avoir des enfants qui sont très grands pour leur âge. Ouais. Vous savez que c'est quand même vos enfants, ils sont petits, donc voilà. Super. Merci beaucoup Corentin pour ce J'ai pas étudié le marketing à la fac. Non, mais je te remercie pour ce débrief très intéressant qui permet d'en savoir un peu plus donc sur ces titres qui arriveront donc tour à tour l'année prochaine. De quoi vous rappeler également qu'en début d'année, en mars de mémoire, il y a Colder de Paul Tobin et Juan Ferreira, un titre d'horreur qui est vachement bien et qui est super cool et qu'il faudra plutôt en VO, je pense. qu'il faudra soutenir également. Et j'en profite pour te dire, Corentin, que ça fait partie de mes bonnes résolutions de 2023 d'arrêter les blagues définitivement. Il n'y aura plus d'humour dans ce podcast, mais pour que tu comprennes à
quel point les podcasts vont être... Qui est dupe? Dites-nous dans les vont commentaires. être agréables. Je te note un peu toutes les blagues là auxquelles on a échappé, parce que quand tu parlais de Fournet, j'avais envie de faire Xavier Fournet. Quand tu as dit le forgeron, je voulais faire Hakim le fils du forgeron. Et quand tu parlais d'une BD Forestier, je voulais dire Maxime le Forestier. Donc vraiment, tu vois, bah oui. Mais du coup, tu les fais quand même. Bah non, mais je t'explique. Ça arrive pas à les garder à l'intérieur. Je t'explique juste ce à quoi tu as échappé pour que tu en prennes. Ce à quoi le monde de l'humour a échappé. Voilà, que tu en prennes conscience. Très bien. Donc du côté d'autres annonces, il y a aussi Black River Comics qu'on a également reçu il y a quelques temps en Super Friends, et donc on fait le débrief dans les front pages. Si jamais vous n'aviez pas écouté ces Super Friends parce que vous n'en avez pas l'envie ou pas le temps, c'est ce qui Super Friends. C'est ce qui vous arrange. Enfin, on ne juge pas, mais on vous juge un peu. Si, on juge. On juge quand même un peu. Hein. Fait, comment ça, vous n'avez pas trop... T'écoutes pas tous les podcasts qui sortent à l'instant même où ils sont sortis? Mais c'est n'importe quoi. T'es pas un vrai fan. Voilà, je sais qu'en plus il y a des gens qui comme ça en vrai. Hein, voilà, pas de dédicace à ceux qui adorent nos voix de, je cite, dégénérés. C'est mes parents, on vous aime quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que donc Black River continue. On vous a parlé des titres indés qui arrivent et qui nous intéressent le plus. Et par contre, il y a aussi des titres de licence, puisque la maison d'édition va continuer qui nous intéresse moins d'exploiter. Alors oui, qui nous intéresse moins dans ce cas-là. Mais pareil, je suis toujours surpris parce que moi je me dis non, mais Corentin, c'est un vrai constat, c'est que quand je fais ce genre d'article, je me dis bon, je le rédige parce qu'il faut aussi le rédiger, parce que ça fait partie d'une actualité, et il y a plein d'articles sur lesquels parfois je rédige qui m'intéressent pas forcément, mais après je vois dans les réactions des lecteurs et des commentaires sur les réseaux sociaux que en fait il y a des gens que ça intéresse vraiment. Donc oui, mais bien sûr. Bah oui, mais moi ça ne me parle pas. Déjà, on sait très bien que l'intersection entre les fans de comics et les fans de jeux vidéo, elle est pas fine du tout. Enfin, il y a énormément de gens, même je pense une majorité en fait de gens qui jouent aux jeux vidéo qui lisent des comics. Que l'inverse, on va dire. Les gens comme moi sont très rares, par exemple. Mais évidemment que oui, il y a beaucoup de gens qui continuent à compléter leurs univers de fiction préférés ludiquement en BD. Mais c'est pas nouveau, je veux dire, là tu m'as parlé d'Assassin's Creed, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il existe des BD Assassin's Creed, des comics Assassin's Creed qui sont régulièrement... Des comics et même des nouvelles BD qui sont aussi faites d'ailleurs, parce qu'ils ont sorti des comics Assassin's Creed Valhalla, Black River, mais j'ai vu que Glénat... franco-belge... que Glénat fait aussi de la BD franco-belge Assassin's Creed Valhalla. Donc là par contre, il y a un autre titre Assassin's Creed qui arrive en début d'année prochaine qui s'appelle Assassin's Creed Brahman, donc là qui est assez vieux, parce qu'il est sorti il y a une dizaine d'années et qui en fait se déroule en Inde en fait, parce que c'était un spin-off d'un jeu vidéo qui s'appelle Assassin's Creed Chronicles India. Alors celui-là je l'ai pas fait, donc... C'était pas un jeu Facebook? J'ai l'impression, c'était soit un jeu Facebook, soit un jeu mobile, mais je pense que c'était pas, ce n'était pas un des jeux de la saga principale. Et par contre, ce qui est intéressant. De toute façon, elle est très décousue maintenant, la saga principale. Ouais. Ce qui est intéressant, par contre, c'est l'équipe artistique, puisque c'était Brandon Fletcher, Karl Kersch et Cameron Stewart, donc les personnes à qui on doit du Bad Girl, Gotham Academy ou Isola. Et bien entendu, donc, le troisième qui a quand même été, on va dire, outé pour des faits très répréhensibles depuis, mais bon, c'est quand même un roman graphique qui avait de l'intérêt pour son équipe artistique. Et l'intérêt en plus d'être scénaristiquement, comment dirais-je, utile à la mise en abîme de l'animus. Oui, c'est ça, puisque en fait, là, on suit vraiment en fait une personne qui vit donc dans notre monde contemporain et qui va retracer les aventures d'un de ses ancêtres grâce à l'animus, et qui ça se passe justement dans le contexte donc d'une Inde colonisée par les Britanniques. Et donc, c'est toujours aussi un changement on va dire de contexte historique et géographique qui permet d'avoir un renouveau visuel avec cette saga. Puis du coup, c'est pas juste les Templiers, les Assassins, un truc qu'on a déjà vu 28 fois du coup maintenant. C'est vraiment ça nous renvoie au principe originel d'Assassin's Creed qui était donc Connor et l'animus. Moins en mode techno-thriller ce coup-ci et plus aussi en mode drame familial, exploration de la vie familiale d'un mec. Donc c'est effectivement un produit qui peut être intéressant dans la grosse masse des comics Assassin's Creed. Ensuite, en mars, là, c'est une opération un peu spéciale, parce qu'ils continuent leur partenariat avec Dark Horse, mais avec Ubisoft, puisqu'ils vont sortir, en fait, en même temps que la VO, les comics qui sont dérivés du prochain gros jeu de Ubisoft qui s'appelle Skull and Bones. Donc, il y a un pirate simulator, j'ai l'impression. J'ai un peu regardé les vidéos. Je t'avoue que moi j'ai découvert l'existence de ce jeu. C'est Black Flag. Quand on avait fait le podcast avec David Guélou. Mais en fait ça a l'air quand même plutôt pas mal. Faut quand même le dire. Même si j'imagine que vu que c'est Ubisoft, les recettes de gameplay seront bien connues.
Mais ce qui est Bon, il y intéressant, aura sûrement des zones à déverrouiller, ouais, je sais pas. Non, je t'avoue des que tourelles. j'ai pas regardé assez de vidéos de présentation pour voir si c'est un jeu qui va se démarquer un petit peu des autres productions Ubisoft. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la série commence en single issues en VO le 1er mars et eux en fait sortent le 9 mars pour la sortie du jeu, l'album directement complet. Donc il y aura un temps d'avance même sur les ricains, ce qui est assez rare pour qu'on le souligne. Donc une petite opération. Donc là pareil, j'imagine que vu que c'est un gros lancement pour Ubisoft, que peut-être ça pourra profiter également au lancement de ce titre. Affaire à suivre. Et enfin, le dernier comics de licence qui est annoncé pour le début de l'année prochaine, qui là n'est pas tiré d'un jeu vidéo, mais d'une série Netflix qui est elle-même adaptée d'écrits d'une romancière. Donc c'est des comics Enola Holmes, donc inspirés de des films d'ailleurs. J'ai dit série de films. de la série de films maintenant, avec Billy Bobby Brown et Henry Cavill Tout à dedans. fait. Et donc ça c'est une aventure qui se situe entre les deux films qui sont déjà sortis sur Netflix. Donc là par contre je t'avoue je suis en terrain C'est ce truc-là du coup. je suis en terrain inconnu. Parce que graphiquement, je trouvais ça intéressant. Si c'est bien ces choses-là dont il s'agit. C'est quoi l'équipe créative, t'as dit? Donc c'est illustré par Giorgia Sposito. Ah non, Et c'est pas ça. c'est écrit par Mickey George avec une histoire en fait qui vient de Nancy Springer qui est l'autrice Oui, tout à fait. originelle des bouquins. Et donc en fait le frère de Enola Holmes a disparu et donc elle part à sa recherche. Donc Sherlock Holmes. Non, Mycroft. Ah oui, Mycroft, ok. Ouais. Bah, le frère moins bien. Le frère flic. Enfin, le frère service secret, blablabla. Ouais, tu veux que je te parle de Enola Holmes, du coup? Parce que c'est plus probablement mon domaine de compétence que toi, j'imagine. Oui, complètement là. Bah moi j'ai pas regardé les films, j'ai jamais lu. Là je t'avoue que je suis en terrain inconnu. C'est du détective Conan. Faut que j'arrête de dire ça parce qu'apparemment c'est vraiment adulte détective Conan. Oui, c'est dans du... Détective Conan, j'arrête pas de me gourer avec ça. Bah c'est vraiment de la fiction young adult pour le coup, quoi. C'est Enola Holmes qui est une pro de la baston alors qu'elle fait 1m50. Va mener des enquêtes avec un propos toujours féministe, parfois, enfin pas mal de gauche en plus au niveau. Oh non. Dans le 2 par exemple, tu vois, c'est littéralement, ouvriers, soulevez-vous contre les vilains patrons corrompus, sinon ils vont vous buter, tu vois. C'est littéralement sur les conditions de travail désastreuses qui fait que les meufs qui font des allumettes en fait crèvent toutes d'une maladie rare et tout. Avec un Henry Cavill qui est beaucoup trop musclé, qui a vraiment un dos de carapace de tortue, c'est Tortank le mec. Mais matez les films si vous voulez, hein, c'est pas désagréable comme œuvre de fiction, ça fait passer le temps. Et puis si vous êtes fan de Sherlock Holmes, c'est cool de voir Cavill avec un peu la coupe de cheveux comme moi, avec la mèche comme ça qui part en couille là. Mais sauf que lui ça lui va bien et qu'il est beau. Donc oui, alors les comics, moi j'ai pas du coup vu cela. Je sais qu'IDW en avait édité plusieurs et qu'il y avait un truc qui était beaucoup plus jeunesse par Serena Blasco. Donc ceux-là, je sais pas ce que ça vaudra. Je crois que ceux de Serena Basco en plus ont déjà été édités en VF en plus. Ah, okay. Je crois que d'ailleurs que c'est peut-être même des BD qui ensuite ont été exportés aux États-Unis. Il faudrait que je vérifie. Mais peut-être. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça peut être l'occasion de poursuivre cet univers. Je sais pas. Peut-être plutôt les romans. J'en sais rien en fait, parce que la couverture me donne vraiment pas envie. Hein. Oui, parce ça que fait très Mac Deodato, très photoréaliste, ouais. très ouais. Bon après, ça c'est vraiment de la franchise de niche, hein, je pense. À voir, parce que justement le principe c'est quand même que là de nouveau après on a quand même commencé à on va dire identifier un peu la politique éditoriale qui là est quand même basée sur des licences avec des millions de spectateurs ou de joueurs machin. Je veux dire de niche pour nous fans de comics. Ouais. Voilà, mais qu'il y a peut-être, alors voilà, parce que si sa stratégie c'est un peu celle des vases communicants, moi je serais toujours surpris de voir si effectivement ça marche, mais je pense que sans un accompagnement marketing par contre vraiment ultra balèze, enfin il faudrait le concours de Ubisoft, de Netflix et tout ça pour les apporter en même temps, parce que s'ils les sortent juste comme ça en disant que ça existe, on aura beau dire que ça existe, je pense que là il y a un plafond de verre qu'il faut percer. Parce que Enola Holmes c'était quoi le dernier, c'était en octobre-novembre je crois, donc ouais, mais il y a pas un troisième film qui dans 2 ans quoi, comme d'hab, tu vois. C'est comme si les mecs te disaient dans 6 mois on sort le comics Knives Out, tu vois, tu te dis ouais mais c'est un peu là du coup c'est pas maintenant que c'est avant quoi. C'est toujours compliqué de façon de pouvoir s'accorder. Un peu comme sortir Afterlife with Archie quelques années après Riverdale, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Ou Shinigami Sabrina, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Oui, mais parfois c'est difficile de. Je sais. Tu le sais toi-même. En fait, il a les données, il a pas le droit de le dire. Donc très bien, voilà. Et c'est bien pour les comics Black River qui sont des comics à licence. Pourquoi pas? Bien, peut-être, on ne sait pas. Mais nous, on ira quand même plutôt lire Marjorie Finnegan. Voilà, Marjorie Finnegan. De préférence. Tu dis bien Finnegan, c'est bien. Tu dis bien l'irlandaise. Ouais. T'aurais pas un peu de sang celte, Arnaud? Tu savais tout le sang que j'ai en moi.
6 litres au moins. Yes. Allez, Corentin, on continue du côté de la VF. Une dernière. Tu savais tout le sang que j'ai en moi. Un dernier. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Un dernier récap, c'est aussi celui de iComics avec quelques titres indés qui arriveront dans la seconde moitié de l'année prochaine. On vous renvoie là aussi au podcast qu'on a fait avec Sullivan Rouault, où toutes les annonces avaient déjà été détaillées, mais c'est quand même l'occasion de revenir sur 2 titres indés qui arriveront, notamment un qu'on a déjà abordé dans les premiers numéros en VO, qui c'est le Rain, donc l'adaptation de la nouvelle de Joe Hill par Zoe Thorogood, dont le Dans les yeux de Billy Scott est sorti aux éditions Bubble et qui a livré une autobiographie en anglais, je sais pas si elle arrivera en France un jour, parce qu'on a vu c'est très très compliqué à sortir, qui s'appelle It's Lonely at the Center of Earth, qui est incroyable. Faudra un jour que je vous en reparle et que je vous fasse mon laïus de pourquoi c'est trop incroyable. Mais si vous avez une fibre artistique et que vous avez connu la dépression, c'est la BD qu'il vous faut. J'ai pas meilleur tagline marketing pour vous la proposer, mais vraiment c'est une BD qui est incroyable. Mais donc ça arrive. Et c'était déjà plutôt joli parce qu'elle commençait déjà à affirmer son style par rapport à Billy Scott, où elle se cherche encore un petit peu, on va dire, par rapport au fait que c'est une artiste qui est très très jeune encore à l'heure actuelle. Hein. Elle a déjà sorti du coup quand même 3-4 BD à l'âge de 24 ans, donc c'est quand même assez impressionnant. Et aussi surtout forcément une de mes plus grosses attentes de l'année prochaine et qui commence en janvier 2023 chez Image Comics, ce sera le Immortal Sergeant de Joe Kelly et J.K. Nimura, donc la Dream Team de I Kill Giants, dont on a aussi parlé dans un front page puisque le titre avait été annoncé il y a pas si longtemps pour la VO. Donc ça arrivera en VF. Je pense pas que j'arriverai à attendre la VF de iComics pour déjà me ruer sur les single issues. Mais voilà, le programme de iComics au final en indé, c'est quand même très peu de titres, avec Blue and Green, le We Only Find Them When They're Dead, tome 3, Rain et Immortal Sergeant, mais pour le coup ça va être compliqué de pas vous dire de vous ruer sur chacun de ces albums, puisque c'est trois à mon sens 3 très bons titres qui devraient figurer dans vos bibliothèques. Corentin, est-ce que tu valides ce jugement? Moi, Rain, franchement, je vais le dire tout net, j'ai pas aimé cet album, que j'ai lu en entier, pour le coup. Je préfère, en fait, paradoxalement, le style de Billy Scott. Ah ouais? Graphiquement, ouais, je trouve ça plus punk, plus électrique, plus énergique. Mais c'est que mon avis. Je sais que vous êtes très nombreux déjà à avoir découvert le travail de Thorogood et T'as pas lu encore It's Lonely, j'imagine? Pas encore, non. Ouais, faut que je te le passe. Donc voilà. Immortal Sergeant, j'ai pas lu non plus. Donc non, mais ça, de toute façon, on n'a pas lu, mais c'est juste sur le principe de base, ouais, c'est oui. L'équipe créative d'une très bonne BD. Drake et Giant qui était génial, effectivement, et Nimura qui avait fait un autre truc chez Panel Syndicate qui était très bien. Oui. Donc j'ai oublié le nom tout de suite. Et évidemment Blue and Green qui pour moi sera probablement l'une des lectures de l'année. Il faut y aller, les gars, n'ayez pas peur, c'est bien la BD pour adultes aussi, quand il y a des thématiques un peu horreur, biographique, musicale, etc. Le monde n'est pas fait que de super-héros, c'est très bien les super-héros aussi, mais de temps en temps il faut être curieux, donner sa chance au produit, écoutez vraiment le podcast, avec Sullivan, et vous verrez qu'ils ont besoin aussi d'être soutenus cette année parce que le marché des comics va mal. Le marché du papier en général va mal. Ouais, c'est tout le secteur BD qui va de toute façon, je pense, avoir une drôle de gueule en 2023 parce que il y a beaucoup de choses qui se passent avec les crises, les coûts qui augmentent, mais aussi même en fait le fait que l'explosion un peu de la consommation de BD ou de l'achat de BD, de manga et tout ça qu'on a vu en 2020-2021, c'était une anomalie, et que maintenant le retour à la normale va être un peu difficile, d'autant plus que beaucoup d'éditeurs aussi ont vu les courbes ascendantes et donc ont voulu un petit peu se ruer dedans, et maintenant il y a le contre-coup qui arrive. Donc voilà, et comme d'hab. Ouais, mais c'est marrant. Donc forcément il va y avoir des réductions de tirages ou du nombre de sorties par année de certains éditeurs. C'est l'augmentation de tarifs. C'est toujours les indés qui payent le plus, je pense, les dépôts cassés. Donc ça, on vous invitera comme toujours à vraiment enfin voilà, c'est de choisir comme toujours, c'est essayer de choisir un petit peu les lectures qui méritent peut-être le plus d'être soutenues en termes d'achat, parce que sinon il y a toujours le prêt et l'emprunt aux bibliothèques, notamment pour tout ce qui est mainstream, vraiment emprunté plutôt qu'acheter, je dirais. Mais voilà, ouais. Chacun fera comme il le peut, mais on essaiera comme toujours avec First Print de mettre en avant surtout des lectures qui en indé comme en mainstream valent le coup, surtout pour le travail artistique qui est derrière. C'est, si vous voulez peut-être faire l'économie d'un tome de super-héros que vous savez un peu chancelant cette année, c'est peut-être le moment, voilà, d'essayer. Après, Blue and Green, c'est particulier, hein, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir une certaine
envie d'aller dans ce genre de territoire, parce que évidemment c'est pas du tout ce qu'on identifie comme du comics, tu vois. Le comics, il y a plus cette dimension de divertissement, etc. Les gens qui lisent du Batman tous les mois et qui nous écoutent parce qu'on parle parfois de Batman ou parce qu'ils sont curieux du reste du marché, évidemment c'est peut-être pas fait pour vous. Après, bon, moi je considère que la BD c'est un art, et comme le cinéma, on peut pas aller voir que des blockbusters, sinon on se fait chier au bout d'un moment et notre cerveau diminue en taille. Donc voilà, et il faut aussi. Après, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, donc j'aurais du mal à vous dire de passer à côté, mais comme dit Arnaud, voilà, après on pourrait aussi considérer que l'achat maintenant, comme il va devenir de plus en plus rare, vu qu'il y aura ces problématiques de prix et que l'offre va se raréfier, c'est le moment effectivement de faire des tableurs graffeurs sur qu'est-ce qui va être le plus important à défendre sur une année compliquée, quoi. Ça dépendra des maisons d'édition sur la raréfaction, je pense. Mais... Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je sais déjà quels albums de Panini je vais pas acheter cette année. Tu vois, si tu veux, si je peux me permettre de dire ça. Par contre, à l'inverse, voilà, si vous voulez peut-être lire beaucoup de super-héros d'un seul coup, prenez toute la collection des super-héroïnes. Et après, s'il vous reste un peu de fric, achetez Blue and Green ou un truc un peu plus difficile que vous savez, plus fragile sur le marché. Et au pire, vous dites que vous avez fait une BA et vous trouvez un mec que ça intéressera plus que vous et vous lui offrez. Et peut-être que vous ferez une passion comique chez lui. Vous êtes probablement un pote saxophoniste ou un pote fan de Miles Davis, un pote fan de Soul. Enfin, pas le genre de musical, mais le film Soul de Pixar, parce qu'il y a vraiment des proximités entre les deux. Ouais. Ou alors un fan de Sienkiewicz, un fan de Dave McKean. Parmi vos parents, peut-être que vous avez un vieux papa ronchon qui ne jure que par Electra Assassin, je ne sais pas. Mais voilà, enfin, en tout cas, à mon avis, c'est le moment effectivement de défendre ce genre de projet-là. Et du coup, ça répond à ta question peut-être sur le planning de... Non, mais j'ai vu que tu mentionnais les super-héroïnes, tu voulais placer quelque chose sur les... Oui, alors effectivement, plutôt une bonne nouvelle pour contrebalancer ce constat un peu triste sur le marché. Panini Comics finalement a décidé de changer les deux couvertures des albums She-Hulk et Black Widow, dont on avait parlé au dernier podcast. Donc face à la pression populaire, je ne sais pas, en tout cas parce qu'ils ont probablement dû se rendre compte qu'effectivement c'était un peu dommage de mettre en avant précisément le J. Scott Campbell pour un album qui ressemblait pas du tout à ça dans Black Widow. Bon, pour She-Hulk, effectivement, c'était un style qui était beaucoup trop badass et sérieux par rapport au ton de la série de Dan Slott. Et effectivement, si tu veux du She-Hulk badass et sérieux, c'est pas là que tu vas. Tu vas plutôt aller voir Aaron sur les Avengers ou quoi. Donc c'est plutôt chouette effectivement de voir que l'éditeur se remet en question et écoute son public quand il y a ce genre de critiques, parce que après tout elles sont saines. Moi je trouve ça beaucoup mieux finalement, même juste par choix personnel, enfin par goût esthétique personnel, je trouve ça mieux en fait la cover de Casagrande que du coup c'est pas une cover parce qu'elle a pas fait de cover en fait, ils ont pris un dessin qu'ils ont détouré pour le mettre pour en faire une couverture. Bah, comme ils font d'habitude pour les non pas tout le temps cette collection là, non pas tout le temps. Okay. Parfois c'était des covers. Après c'est vrai que sur celle de maintenant, parce que même sur la Mighty Thor je crois que c'est une cover de d'Otterman, mais ils ont enlevé le personnage, mais c'est vrai qu'ils vont à l'économie. Mais là pour le coup Casagrande c'était Adam Hughes qui faisait les covers pour la série, donc là ils ont pris par contre un dessin de Casagrande. Celle de Hughes était bien aussi, tu vois, pour le coup. Hughes, enfin Adam Hughes je sais pas. Bon, moi je veux dire Hughes, voilà, parce que je suis français. Adam Hughes, ses covers étaient jolis, même si lui il va aussi parfois dans le sexy ou dans le glamour, on va dire. Il fait plutôt pas la torsion de bac là Ouais, puis ça reste ça reste, je pense, plus proche de ce que attendrait un jeune lectorat féminin qui voudrait se mettre à Black Widow que effectivement Campbell, qui parle à ce vieux public de lecteurs, enfin ces lecteurs en fait classiques des comics d'hier. D'ailleurs, en plus, il produit plus grand chose dans le présent à part des couvertures, hein, en même temps, Scott Campbell. Donc finalement, non, moi je trouve que c'est une bonne chose, une bonne décision, et je trouve ça agréable, tu vois, de voir que le lectorat parfois est suivi. Ce qui est relativement sur des choix esthétiques, parce que parce que le lectorat te dira qu'ils font beaucoup de retours et que l'éditeur n'écoute pas forcément à chaque fois, quoi. Donc, mais surtout c'est bien parce que la collection, encore une fois, à petit prix, moi je trouve que elle fait un très bon travail de fab, en tout cas pour les covers, avec ce fond unique que je trouve encore une fois très agréable. Et j'aimerais que les autres départements de Panini s'inspirent de ce minimalisme et de cette épuration qui parfois fait du bien. Voilà. Il n'y a pas que Alex Ross et les Must-Have. Ouais. C'est vrai. Allez, Corentin, on passe maintenant du côté de la VO et je vais continuer de te donner la parole un petit peu, puisque là, on parle de Jeff Lemire qui retrouve Gabriel Volta, donc avec qui il avait fait Sentient pour l'éditeur TKO, qui d'ailleurs est arrivé en VF chez Panini, et donc il se retrouve pour un titre qui s'appelle Phantom Road, qui sera, Jeff Lemire oblige, de l'horreur, parce qu'il fait beaucoup d'horreur quand même ces derniers temps, Jeff Lemire. Oui. Après il fait beaucoup de trucs en général, quoi. Mais c'est pas forcément de l'horreur, hein. C'est plus de l'épouvante, on va dire.
ou de l'ésotérisme. Ah, monsieur veut jouer sur les mots. Mais non, mais horreur, les gens vont s'imaginer qu'il y a des têtes coupées et tout. Mais non, on mais sait pas. les gens savent très bien que l'horreur est multiple. A priori, c'est plutôt même du high concept. Dans le sens où, donc, c'est l'histoire d'un routier qui voit devant lui une jeune femme qui pile et qui a un accident de voiture, donc sur une route américaine classique. Il va l'aider, il va voir ce qui lui est arrivé, et elle lui dit qu'un objet est apparu au milieu de la route, un objet qui ressemble à une sorte de plante champignon. Quand il touche cette plante, s'active une sorte de passage, alors dimensionnel, on ne sait pas, ou peut-être juste surréaliste, surnaturel, très étrange, et partant de là, c'est un voyage entre ces deux personnages, à travers un monde cauchemardesque, aux portes de la réalité, etc., etc. Donc, on ne sait pas trop exactement ce que ça va donner. Ce que dit Lemire, c'est qu'il voulait travailler avec Walta depuis Sentient, et effectivement, c'était un très bon album. Sentient, c'était très beau, c'était une façon intéressante de laisser le dessinateur faire à la place du scénariste, parce que Sentient, c'était pas trop dans le côté pédagogique, on va dire, parce qu'en général, Lemire aime bien poser des allégories sur l'enfance, qui sont très évidentes, très rentre dedans. Là, comme ça passait plus par un côté un peu film de science-fiction moderne, vous voyez, avec ce côté Interstellar, ce côté The Martian et tout, c'était vraiment de la science-fiction un peu posée, un peu ancrée. C'était une belle réussite, ça avait été nominé, sélectionné aux Eisner, je crois. Oui, ça va. Non, mais pas nominé. Moi, je m'en fous. Voilà. Ça avait été sélectionné aux Eisner Awards, il me semble, dans la catégorie meilleur roman graphique. Donc, effectivement, on attendait impatiemment le retour de cette collaboration de grands créateurs. On sait que Lemire marche beaucoup par duo, de toute façon, avec Sorrentino, avec Nguyen, avec Emile Lennox. Et maintenant, donc, avec Gabriel Walta. Donc, c'est plutôt chouette. Ils disent que ça va être un projet très ambitieux. Et ils citent comme référent Preacher, Walking Dead et Sandman. Bon, Sandman, on imagine pour le côté ésotérique. Walking Dead pour le côté très américain, très roots, très americana, avec le routier. Avec et Rod, voilà. Oui. Et Preacher, probablement pour la même chose, puisque Preacher, c'est aussi très americana et très ésotérique, enfin, d'une certaine façon. Ouais. Mais surtout, ce qu'il cite, c'est 3 séries de long terme. Il dit quelque part, effectivement. Ouais, moi, je vois pas du tout Gabriel Walta faire un truc aussi long. Je sais pas, quelque part, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des vrais ongoing, à part, effectivement, des trucs comme, aide-moi, Kieron Gillen, le truc avec les Chevaliers du Roi Arthur, là. Ah, Once and Future. Once and Future. Et qui s'est fini quand même en 24 numéros, je crois. Donc, ça reste beaucoup plus que beaucoup de séries actuelles chez Image, hein. C'est vraiment beaucoup de mini-séries. Et Once and Future, c'était chez Boom. Donc, Ah bon? Oui. Ah putain, merde. Waouh, le marché n'a plus aucun sens. Mais donc voilà, on n'a plus beaucoup de séries en ongoing sur des projets indés. Moi, je serais assez curieux, effectivement, parce que si tu veux faire du Walking Dead, du Sandman et du Preacher en 6 numéros, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Surtout qu'il parle vraiment d'un vrai road trip, a priori un peu long. Et même Lemire, ça fait longtemps qu'il a pas fait. Techniquement, Black Hammer est une série de long terme, mais qui est segmentée en plusieurs albums. Et spin-off. Des spin-offs, mais enfin la saga principale de Black Hammer il dure quand même sur assez longtemps, mais il y a donc le Black Hammer suivant, etc. Donc là, effectivement, moi je serais assez content de retrouver un Phantom Road 33, un Phantom Road 34, un retour en fait de la série mensuelle, un des de qualité, ce qui effectivement saga c'est un peu l'un des Mohicans de ce point de vue-là. Donc qu'il nous fasse un Sweet Tooth, tu vois, en fait. C'est effectivement, d'ailleurs, c'est un peu effectivement son Preacher déjà à l'époque, parce qu'il y a pareil ce côté très Amérique profonde, enfin Canada profond, avec les chemises à carreaux et le côté bûcheron, le côté redneck, etc. Donc content, et celle-ci se distingue un peu justement des autres annonces de Jeff Lemire qui comme d'habitude tire en rafale, parce que le fait qu'il ait attendu si longtemps pour retravailler avec Walta et que il a l'air de l'estimer comme un artiste de talent et d'avenir, ça peut être l'occasion de voir Jeff Lemire, en plus là il n'y a pas d'enfant, a priori, quitter un peu sa zone de confort. Il y aura forcément un twist avec une famille. Oui, non, mais de toute façon, voilà, on va revenir sur l'enfance des 2 héros, j'en suis sûr. Et peut-être qu'il y en aura un qui aura un enfant caché ou qui aura avorté ou je sais pas quoi. On verra bien, mais c'est plutôt une bonne annonce, en tout cas. Et Gabriel Walta qui avait aussi dessiné l'excellente mini-série, maxi-série Vision avec Tom King à l'écriture. Donc voilà, un artiste très, très, très doué et qu'il faut suivre. De toute façon, j'imagine aussi que la longueur de cette série sera dépendante évidemment des ventes sur le secteur VO, puisque là-bas on voit comme en France un peu, le trade waiting ça ne fait jamais de bien aux titres qui sortent en single issues, et donc si le soutien n'est pas présent lors de cette première publication, ça en général c'est ça qui met fin de façon un peu impromptue au titre. Ouais, mais Jeff Lemire a jamais trop eu de problème de vente.
pas que déjà en fait en général effectivement Jeff Lemire vend correctement mais surtout non mais c'est pas ça, c'est que Je sais pas, chez Vertigo, il a jamais eu un de ses projets qui s'est arrêté à cause d'une sorte d'avarie éditoriale, tu vois. En est-on sûr? Oui. Bah, tu l'affirmes. Black Hammer, c'était ambitieux quand même, tu vois, et il a amené son truc à bien. Le passage, enfin, Bonheur Card, ça a l'air de plutôt bien tenir aussi. Ouais, mais parce que justement, c'est des projets qui sont à chaque fois, on va dire, en format court, si tu me permets l'expression. Oui, certes, mais dans ce cas-là, il pourrait rebasculer le truc, faire des sorties en roman graphique direct, tu vois, enfin. Honnêtement, Jeff Lemire, c'est quand même l'un des plus grands. Tu penses non, mais je te contredis pas. Hein. Je te contredis pas. Je demande toujours à voir parce que le marché évolue, qu'il y a des tendances dans le marché indé aussi qu'on est en train de suivre et que les transformations font que je suis moins certain que même avec Jeff Lemire, une ongoing pourrait de long terme en fait pourrait fonctionner. Mais je ne demande qu'à avoir tort. Sans jeu de mots. Donc, on va maintenant passer du côté. Tu sais, si tu dis sans jeu de mots, tu acknowledges le jeu de mots. Oui. Du coup. C'est ça. Donc, on peut pas tout avoir, D'accord. Je peux pas ne pas faire de blague et ne pas non plus T'as pas tort. mentionner le fait que je pourrais faire cette blague. C'est une bonne chose. Voilà. Je pense. Très bien. Bon, bref, on a fait le pitch. On a fait le pitch. J'ai jeté les perches tendues, ça dans la gueule. C'est ça. Juste là, on est quand même sur une bonne durée. Oui. Le podcast. Le mec me provoque. Ryan Otley de retour chez Image Comics en 2023, ça fait plaisir aussi, le dessinateur de Invincible ou de Grizzly Shark qui s'en reva donc au Creator Round après avoir passé quelques années chez Marvel où il avait fait notamment du Amazing Spider-Man avec Nick Spencer, c'était pas ouf, et du Hulk avec Donny Cates, c'était un petit peu mieux, mais justement on avait vu dans un dernier front page que Donny Cates ça a visiblement eu quelques petits soucis personnels et qu'il a abandonné tout simplement l'écriture des séries Hulk et Thor. Il a d'autres projets de prévus, très certainement avec Greg Capullo chez Marvel, mais en attendant, donc Ryan Otley va terminer ses numéros, je crois, jusqu'au numéro 13 sur Hulk, dont les derniers qu'il écrira finalement, et va s'en retourner faire du Creator Round pour les prochaines années. Moi, je suis plutôt impatient de voir ce qu'il nous prépare, puisque justement, enfin moi, j'espère d'avoir du nouveau du Ryan Otley qui se fait plaisir sur la mise en scène avec quelque chose limite de très bourrin. Ça m'irait aussi complètement à voir s'il sera à l'écriture et au dessin pour son prochain travail. Mais je crois qu'il a dit qu'il était justement en discussion avec un auteur, donc ce serait chouette de revoir. Mais Battle Beast, c'est bien lui. Battle Beast, il me semble que c'est lui, mais je pense qu'il y a autre chose, que justement il y a autre chose. Effectivement, il a annoncé qu'il faisait une mini-série Battle Beast, donc dans l'univers d'Invincible, avec Kirkman au scénario. Avec Kirkman. Qui sera donc une sorte de préquel sur ce qui arrive à Battle Beast dans la série Invincible. À côté de ça, il avait fait Rick Grimes 2000 récemment encore avec Kirkman. Toujours pas d'annonce de VF pour ça, non, si? Non. Les gars. Donc, ouais, non, c'est cool parce que Otley, effectivement, est toujours meilleur quand il y a le moyen de mettre du sang. En fait, simplement. C'est aussi bête que ça. Le mainstream ne lui va pas parce que c'est un artiste qui est généreux dans la violence. Après, dans son Hulk, dans le premier arc de Hulk, quand même, il pouvait justement, le concept de la série lui permettait de dessiner un Hulk qui se tabassait avec plein de monstres et de façon ultra violente. Oui, c'est super violent. Avec du sang rouge. Oui. Pas des humains. Ouais, mais c'est quand même insectoïde à la Oui, mais tu retrouvais quand même des médias mainstream. Tu retrouvais quand même l'ultra violence propre à Invincible. Je trouve que moi je veux des humains qui s'arrachent des bras. Mais toi tu es plus bizarre que moi en fait. Mais non, j'ai lu Invincible et j'ai bien. Tu veux Ultra Méga? On parle Ultra Méga? Ultra Méga Invincible aussi. Imagine c'est Ultra Méga. Il fait un spin-off de Ultra Méga avec James Harren au scénario. Ah, ce serait chouette ça. Ah, t'as vu là, tu rêves là. Déjà qu'il faisait des couvertures variantes pour Ultra Méga donc. Ben voilà, c'est ça le projet, je l'annonce en 2023. On va l'obliger en fait. J'appelle Ryan. C'est ça. On a ta femme et tes gosses. On va appeler Ryan. On fait Hey Ryan, ouais. On sait où t'habites. Ouais, on sait ce que tu vas faire l'année prochaine. Ah bon, tu vas faire Ultra Méga avec James Harren. Mais non, c'est pas du. Si, c'est ce que tu vas faire. Mais tu l'entends là, c'est ton fils. Regarde, il est avec nous. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je vais faire un spin-off de Ultra Méga avec James Harren. Okay. Ils ont tous la même voix. Tous les ricains la même voix. Tu sais, c'est comme les sketchs de Cadmera de Jean-Michel Lavoie. C'est une imitation unique pour une voix unique. Ouais. Et ben moi, c'est ce que je fais. Parce qu'au départ, c'était Dan Didio, cette voix-là. Hein, rappelle-toi à l'époque. Oui, bah c'est la grande époque. C'est Dan Didio, c'est Kevin Feige, c'est Ryan Otley, c'est tout le monde. Bon, en tout cas, Otley revient en Indé. Ça, c'est cool. Vive le sang et la violence. Et Mark Millar qui prépare du Superman en 2024. Entre autres, Arnaud, enfin, tout de même, vous êtes fous. Alors, Mark Millar, déjà, qui prépare une suite à Ambassadors, qui n'est même pas encore sorti. Il est trop fort, ce mec. Qui a présenté effectivement les premières planches de Big Game où on voit qu'il y a les personnages de The Ambassadors. Donc, c'est vraiment le lancement de franchise, un peu Hollywood, univers partagé, de la grande époque, encore une fois. C'est-à-dire que le truc n'est pas encore sorti. L'héroïne est déjà dans 3 projets à la fois.
Donc ça, effectivement, c'est Millard qui a fait sa newsletter de fin d'année, qui a dit « Je suis fatigué, j'ai beaucoup de choses de prévues, donc là, je vais prendre quelques jours de vacances et je reviens début janvier. » On lui répond « Ok, cool, Mark Millar, mais qu'est-ce que tu as de prévu ?» Et il répond « Alors déjà, il y a Nemesis Reloaded, il y a la suite de Byte Club que j'ai commencé et qui est nulle. Désolé Mark Millar, Byte Club c'est pas bien, voilà, ça valait pas le coup de le vendre 2 €. Ouais, mais il y a du sang. Ah oui, non, mais, mais c'est nul quand même. Toi qui aimes bien le sang. Ah oui, mais ça suffit pas. Non. Oh. Tu vois, c'est voilà, il faut du sang, il faut du bon sang. Il y a du bon sang et de mauvais sang. Continue. Donc, bref. Donc effectivement, voilà, il a 3 spin-offs prévus pour Big Game. Ce qui est curieux dans la mesure où Big Game était censé être un crossover entre 4 séries. Donc ça veut dire que, en plus de 4 séries, parmi lesquelles donc Ambassadors, Hit Girl, Nemesis Reloaded. Et la 4e, c'est Magic Order. Donc, tu te dis, du coup, c'est pas des spin-offs, c'est juste des suites de ce qu'il avait déjà fait. Donc, ça veut dire qu'il va aussi s'en servir pour introduire de nouveaux personnages. Bon, très bien, ça va être effectivement son Avengers à lui, quoi. Ce qui est plutôt classique comme façon de procéder. En super-héros, oui, mais pour Mark Millar jusqu'ici, pas vraiment, parce qu'il avait jamais vraiment croisé ces personnages, à part Hit Girl et Kick-Ass, mais qui sont du même univers. Il était quand même temps que l'appellation Millar World prenne une. Oui, mais ça fait 10 ans, tu vois. Signification. Moi, j'ai vraiment peur de ce que ça va donner au niveau de la cohérence la cohérence des récits. Elle est impossible, puisque c'est des personnages qui vivent dans des mondes différents. Mais ça va être violent. C'est le point commun de tous ces univers, c'est violent. Tu penses qu'il s'autoriserait à tuer ses propres héros, qui sont des franchises à part entière et tout? Je sais pas. Certains personnages, ouais, tu peux. Parce que c'est pareil, Nemesis, ok, bon, il a 40 000 coups d'avance et compagnie. Si tu le mets en face de Huck, il lui arrache les 2 bras et c'est fini, tu vois, encore une fois, bras arrachés. Donc voilà, beaucoup de projets de comics pour 2023 pour le Millar World, en plus de ce qui avait déjà été annoncé, hein, évidemment. Pour le Superman, il avait dit donc en novembre, et d'ailleurs Bleeding Cool avait dit début décembre, pardon. Bleeding Cool avait dit que c'était sûrement un coup de promo pour essayer qu'on fasse parler de Byte Club et d'Ambassadors. Ce qui est possible aussi, hein. Mark Millar, c'est quand même un roi des coups de promo mensongers. Rappelez-vous la photo où Obama tient un comics supérieur. C'est une photo complètement truquée, mais qu'il avait posté en mode genre, Obama lit mon comics. C'est aux premières heures de Photoshop et tout, à l'époque où personne pouvait encore identifier un fake ou pas un fake. Et Barry Johnson avait dit, non, mais ça, c'est de la connerie, c'est pareil. La vraie photo, c'est celle-là. Et il y a plein de trucs comme ça, hein. Il y a plein de trucs en mode genre, il fait des fausses publicités, ou alors il dit qu'un Navy 6 l'a envoyé des menaces de mort. Enfin, voilà. C'est plein de trucs comme ça. Mark Millar, c'est un vrai petit escroc. Un vrai petit filou d'amour. Et là, Bleeding Cool, apparemment, Reed Johnson précisément, est redevenu pote avec Mark Millar parce qu'en fait, ils sont membres du même club privé à Londres. Il y a un club privé pour les fans de comics. Et Mark Millar a racheté ce club privé parce qu'il avait avant été racheté par des fans de crypto. Probablement que Mark Millar va se lancer dans le crypto et le NFT en 2023. On ne sait pas. Peut-être qu'il a voulu racheter le truc justement pour que ce soit plus des fans de crypto qu'il est. Non, parce qu'apparemment, il a pas viré les fans de crypto. Ah. Il les a gardés, c'est juste qu'il a mis de la thune dedans. Et Johnson dit qu'a priori, il y aurait moyen que Mark Millar se mette à la crypto. Oh, pitié, non. C'est un mec qui a toujours suivi le pognon, hein. Oui, mais. Et puis Netflix fait des NFT déjà, non? Non, je crois pas. Non? Ah, bravo Netflix, bravo à vous. J'en sais rien. Mais donc, du coup, comme maintenant ils sont redevenus potes, ils considèrent maintenant que c'est une annonce sérieuse le coup du Superman. Et effectivement, Millard, à la fin de sa newsletter, dit 2023, j'ai beaucoup de trucs à faire. Je vais essayer de tout faire dans les temps. Je vais essayer de tout mettre bien bout à bout. Une blague avec dans les temps, Arnaud? Non. D'accord, très bien. Et si j'y arrive, 2024 sera l'année où je pourrai un peu me libérer du temps pour faire d'autres projets, notamment un truc Superman qui m'a gentiment été proposé par DC Comics. Parce qu'il avait fait un tweet, je referai bien du Superman. En fait, il a dit qu'il avait une idée. Il avait une idée il a dit, c'est sûr que je vais en refaire parce que j'ai une idée qui me trotte dans la tête et que je note des carnets depuis pas mal de temps. Et en fait, à la suite de ce tweet, c'est Mary Javins, donc qui est l'éditrice en chef de DC Comics actuellement, qui l'a contacté. Et grosso modo, si effectivement les emplois du temps s'accordent bien, en 2024, il devrait pouvoir s'y mettre. C'est ça. Et donc, ça veut dire que le deal d'exclusivité avec Netflix a visiblement une faille, ou en tout cas un espace de liberté. Ou alors que Mark Millar compte démissionner de Millar World, j'y crois pas une seconde. Mais bon, on verra bien, parce qu'il a quand même l'air un peu crevé. Et peut-être qu'il arrêtera du coup de dire tout doom au début de toutes ces phrases, une fois qu'il sera sorti du bâtiment Netflix, libéré de ses chaînes et de ses boulets aux pieds. Après, s'il rapporte assez de thunes à Netflix, je vois pas pourquoi Netflix lui autoriserait pas. Ouais, je pense que c'est ce que je t'avais dit à l'époque. Hein. Non, mais je pense que le contrat stipule certainement que tout ce qui est creator owned, en tout cas, enfin tout ce qui est indé, appartient à Netflix. Après, vu que là, c'est un truc de licence d'un autre propriétaire de licence, je pense pas que ça soit régi par le même truc. C'est sûr. Après, attention, si ça ne se fait pas,
Bah, Millar, il a déjà des Superman-like dans sa bibliographie. Oui, il a Superior. ouais, mais après, il y a quand même un intérêt à avoir vraiment Superman. J'imagine que son idée, son concept a vraiment quelque chose d'important dans le fait que ce soit Superman, notamment par rapport à tout le reste de l'univers DC avec lequel tu peux jouer. Oh, moi, je pense plutôt à une mini-série Prestige. Hein. Oui, non, bien sûr. Non, mais je te parle du de- concept. Je te parle de l'idée qu'il a. J'imagine qu'elle Oui. doit être dans Oui, l'univers oui, tout à d'ici fait. pour être Bien sûr. fully. En plus, il l'a déjà fait, hein, du Superman, Mark Millar. Bien C'est sûr. pas tout à fait nouveau. Superman Red Donc, en tout cas, c'est cool. Moi, je serais en tout cas assez content de le revoir revenir jouer avec nous autres de l'industrie des comics normaux, qui sont pas juste là pour vendre des algorithmes Netflix. Pour The Ambassadors, on s'en fout, on sait pas comment la série va être. Donc Ça va être bien. voilà. Pour Big Game, c'est compliqué encore une fois d'y croire parce que à quel moment tu veux que le mec arrive à mettre ensemble tous ces jouets trop bizarres. Donc voilà, en tout cas une grosse année pour Millar World selon lui. Et on espère que ça va bien se passer, qu'il y aura des projets meilleurs que Bite Club qui est nul. C'est Night Club, pas Bike Club. C'est Bite Club. Night Club. C'est Night Club. Oui, c'est Night Club. Avec quoi je confonds alors? Tu confonds avec Bite By Club. Night peut-être ou Paris by Night, ouais, peut-être. je sais pas, mais tu t'as déjà dit Bike Club avant, je voulais savoir si tu Il y avais. a un truc qui s'appelle Bite Club, non? Bref, peu importe. C'est Night Club en tout cas, c'était pas Voilà. bien. L'info à retenir, c'est que c'était pas bien. Je crois qu'on l'a. C'était vraiment pas bien. Je pense qu'on l'a compris, Corentin. Et justement, on va finir cette partie comics parce que tu voulais absolument toucher un mot sur Oui. sur la news la plus importante de ce front page. Alors, on allait quand même pas finir l'année sans dire du mal de Marvel. Ça quand même, Arnaud. Ça va pas ou quoi? Tu sais, t'es pas obligé de rentrer dans la caricature du personnage que tu te donnes pour le podcast. Hein. C'est toi qui me donne ce personnage déjà de base. Et accessoirement, non, c'est juste pour mettre une petite actu Howard the Duck. Parce que l'année prochaine, Howard the Duck fête ses 50 ans. Et ouais, c'est trop cool, non? Personnage créé par Steve Gerber. Au départ, une sorte de parodie de Conan le Barbare qui aura inspiré plus tard Cerebus de Dave Sim. Voilà, tristement. Qui après a été repris, notamment, c'était pas McGregor, c'était qui l'avait repris ensuite, dans une fameuse grande série où justement on demandait à Howard the Duck de se rhabiller parce qu'au départ quand Howard the Duck apparaît, c'est un canard en costume mais qui a le bas du corps qui est nu comme Donald Duck. Et à l'époque, Disney avait gentiment fait une menace de procès à Marvel en leur disant tu me rhabilles le canard parce qu'il ressemble un peu trop à Donald là et ça va pas le faire du tout. Et donc Marvel avait dit j'ai peur, donc on va le rhabiller. Et donc dans une histoire du volume de 79, il y avait effectivement Howard qui était rhabillé et en fait il y avait tout un numéro où on lui faisait essayer différentes tenues et où ça l'énervait, il disait mais pourquoi je suis un canard, on voit rien en fait, donc foutez-moi la paix. Flash de quelques années en avant, Disney rachète Marvel et là Howard the Duck du coup devient très discret. Enfin, il n'a jamais été vraiment très mis en avant, mais bon, il y avait eu la série de Chip Zdarsky en 2015 puis en 2016, il y avait eu une série animée prévue avec Kevin Smith en 2018 qui a été annulée par Kevin Feige une fois que Hulu a été racheté par Disney, beaucoup de rachats par Disney. À côté de ça, pas de projet particulier en comics pour Howard the Duck, qui a vivoté chez Gwenpool, chez Squirrel Girl, par-ci par-là. Il a plus de BD à lui, il a pas de série animée à lui. Il est apparu dans What If. Il est apparu dans What If pour une petite prestation. C'était pas un épisode de mise en avant non plus total. Il est apparu dans les post-gènes des Gardiens de la Galaxie et si vous clignez des yeux très fort, vous pouvez l'apercevoir dans une des scènes d'Avengers Endgame quand les portails s'ouvrent. Il est dans la mêlée. Et oui, il faut vraiment zoomer, mais il est là. Donc bon, c'est un peu hypocrite de la part d'une boîte qui visiblement ne s'intéresse pas à Howard the Duck, se fout complètement de ce personnage et limite, s'il pouvait disparaître au profit de Donald, qui a droit à des couvertures Marvel, à lui de son côté, avec Mickey et Dingo, de fêter l'anniversaire de ce héros. Bon, et en plus, c'est quand même la somme formidable de 4 couvertures variantes, dont une couverture La Planète des Singes, parce qu'ils ont mélangé les deux, tu vois. On dirait qu'il est trimballé par un singe, en fait, dans son dos comme un bébé. Il y en a une avec le Cosmic Ghost Rider qui est sympa. Quand même. Ouais, t'as le Cosmic Ghost Rider, t'as Black Cat et Mary Jane, et la dernière, c'est Warlock, je crois, où il tient le gant de l'infini, du coup, c'est trop méta, il tient le gant de l'infini, parce que c'est un petit canard et tout, c'est rigolo. Donc bon, tu fais un anniversaire d'un héros qui a même pas de BD à lui, qui a même pas un one-shot à lui, avec 4 variantes franchement pas ouf, dont une qui est avec la planète des singes, alors que tu essayes visiblement d'annuler tout ce que tu peux faire annuler avec lui. Je trouve ça d'un niveau d'hypocrisie et de cynisme abject. Quand en parallèle, encore une fois, Marvel rend hommage à Marvel avec des couvertures Marvel tout le temps, ou à Disney, parce que du coup Disney se rend hommage à lui-même à travers Marvel. Voilà, ça me fait doucement rigoler. Rendez-moi Howard the Duck, les séries de Zdarsky étaient bien, la série de Gerber est un des grands chefs-d'œuvre oubliés de l'âge de bronze.
Et le film Howard the Duck. Et le film Howard the Duck, produit par Lucasfilm en plus, qui a été racheté par Disney. C'est le nombre de fois où j'ai été racheté par Disney sur une seule actualité quand même, qui était donc nul à chier, hein, comme on le sait. À l'époque, c'était faire un film en animation. Finalement, ils l'ont fait en live action parce que c'est des imbéciles. Le film est très mauvais, a enterré pour de bon encore une fois tout espoir d'avoir un jour un Howard the Duck populaire. Je te rappelle que l'actrice avait dit il y a quelques années qu'elle essayait de militer pour faire revenir. C'était l'actrice de Retour vers le futur en plus. Ouais. C'était celle qui jouait Lorraine dans Le Retour vers le futur 2 et 3, je crois. Il y a donc une scène fameuse où elle couche avec le canard, voilà, qui est extrêmement curieuse. VF affreuse pour ce film d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est aussi pour ça que Howard the Duck a un peu sombré. Et à l'époque, Steve Gerber, qui avait dit je n'étais pas au courant pour le film, on ne m'a pas proposé d'intéressement, évidemment. Donc il avait fait un procès à Marvel qu'il avait perdu puisque le droit américain est ainsi fait, et qui avait dû créer Destroyer Duck, qui était une parodie d'Howard the Duck pour financer son procès avec Kirby, je crois, à l'époque. Donc oui, c'est une sombre histoire de canard, j'ai envie de dire. Toute cette histoire est affreuse, triste. Gerber n'aurait pas dû créer Howard the Duck chez Marvel et sa vie aurait probablement été bien meilleure. Très bien. Et la nôtre aussi. Allez, Corentin. Merci, mais lisez les volumes de Chips Arctic qui sont vraiment très bien. Je sais pas si Panini les avait édités en VF. Je crois, hein, pas. il me semble. Mais peut-être pas en album, peut-être que c'était en kiosque à l'époque, mais je suis pas sûr qu'il y ait une réédition en album après à voir, à vérifier sur vos moteurs internet. Corentin, on passe maintenant à une courte partie dédiée aux écrans avec donc la première partie sur la télé, puis on reparle de Mark Millar puisque dans cette même fameuse newsletter, il a dit qu'il y avait une adaptation de Huck en préparation. De Huck. Ouais, effectivement, donc il a vraiment fait un gros point dans sa newsletter. Donc on a énuméré les trucs comics, qui est voilà, du coup c'est un jeu de mots visuel, donc ça ne compte pas. Bien joué, Arnaud. Parce que j'ai serré le point et je l'ai montré voilà. Parce que j'ai un gros point aussi. Voilà, c'est un gros point. Putain. Faut expliquer les blagues. C'est vrai qu'il y a c'est de l'audio description. Oui, c'est ça. Bientôt le podcast en Odorama. Donc putain. Donc effectivement, il a fait un gros point. C'est bon. Moi, j'ai fait la blague une fois, je la refais pas. Avec pas mal d'annonces de comics, mais aussi pas mal d'annonces de projets de séries télé, enfin de projets de séries télé qui étaient déjà annoncés en quelque sorte. Magic Order suit son cours et ils ont un showrunner de qualité apparemment. D'après Millar, c'est l'un des meilleurs showrunners sur le marché actuellement. C'est Steven. C'est sûrement Steven the Knight. C'est sûrement Vince Gilligan ou c'est sûrement voilà le mec Lorenzo Di Bonaventura. Peu tard, il est pas showrunner lui, il est juste producteur de merde. C'est pour faire la blague. Donc effectivement, on verra bien ce que ça donne, mais la série avance et c'est la prochaine priorité de Millar World. Ils vont la tourner en début d'année. Ça y est, Magic Order va sortir de terre, c'est trop bien, c'est la meilleure série Millar de tous les temps. Ouais, c'est Mark Guggenheim. Voilà. Et la façon dont ils sont foirés Jupiter's Legacy, qui était en plus une BD facile à faire en série télé, je pense, nous pose la question de qu'est-ce que Millar considère comme une bonne série télé. À côté de ça, le tournage continue et la post-prod continue sur American Jesus. Voilà, pareil, une version qui n'aura a priori rien à voir avec la BD originelle puisque ça se passe au Mexique. Même si le héros reste caucasien américain, ce sera pas les mêmes thématiques puisque la première BD était une critique du puritanisme américain. Enfin, nord-américain, précisément, les États-Unis, pardon. Et après, il a dit effectivement, et ensuite on va faire Huck en série télé, et c'est la truc qu'on fait juste après Magic Order. Donc tu dis waouh, ah bon, la dernière fois que j'étais aux nouvelles, c'était en 2015 et ça devait être un film. Une série télé Huck, pourquoi pas. Donc Huck, on rappelle, qui est la réponse opportuniste de Millar à l'époque où tout le monde disait ouais mais Superman là, en ce moment il est un peu bresson et tout, et moi j'aimerais bien un Superman positif comme à l'ancienne. On sortait de Man of Steel et il y avait le Superman New 52 qui était effectivement un peu noir, morbide, donc il a saisi la balle au bon. C'est surtout qu'il était très colérique et il agissait avec des réactions très puériles par rapport au fait qu'il était quand même censé être en activité depuis quelques années. C'était quand même plutôt ça le reproche qu'on lui faisait à l'époque. Après, il était juste aussi très mal écrit parce que c'était Scott Lobdell. Oui, tout à fait, ouais. Et donc, qu'ils avaient réussi à virer, à énerver George Perez. Oui, puis ils avaient viré les parents Kent aussi, je crois. Non, je veux dire qu'ils avaient tellement, le management éditorial de Dan Didio à l'époque était tel qu'ils avaient quand même réussi à se brouiller avec George Perez qui s'était barré au bout de quelques numéros. Et puis Morrison qui n'avait pas fini son run Action Comics aussi. Triste période, mais effectivement Millar avait donc saisi la balle au bon en se disant moi je vais faire du Superman classique, positif, altruiste, enthousiaste et tout. Bon, c'est plus compliqué que ça parce que c'est pas vraiment un kryptonien, c'est pas un alien non plus, Huck, mais effectivement c'est le côté héros du Kansas, on va dire, qui veut juste faire le bien autour de lui, qui veut faire une bonne action par jour, qui est effectivement un orphelin aux origines floues. Après le scénario va développer d'où il vient, etc. Mais bref, peu importe. Donc c'était plutôt une bonne BD, c'était du bon Raphaël Boucharquet qui jouait bien sur l'absence de fond
qu'il aime bien faire pour donner de la texture et de l'épaisseur et de la poésie à son histoire. Moi, c'est une BD que j'aime beaucoup, que j'avoue, je trouve ça intéressant quand Millard ne va pas dans le cynisme, dans l'ironie, dans la violence gratuite et compagnie, pour faire un truc qui est un vrai hommage à Superman, parce que bizarrement, il aime bien Superman. Mark Millar, c'est pas nouveau. Hein. Superior, c'était pareil, c'était un bel hommage t'as plein de tu as plein de décalques de Superman dans toutes ses œuvres indées aussi. Enfin, voilà, beaucoup qui sont généralement des trucs qui sont plutôt respectés. Tu vois, le Olympien, le Utopian, pardon. Le Utopian dans Jupiter's Legacy, il le prend pas comme une sorte de critique de Superman. C'est vraiment Superman, il est bien. Voilà. Donc, ce serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner en série télé. Vu qu'il y a ce côté, effectivement, Amérique rurale, Amérique profonde même plutôt, fermier, petit village et compagnie, tu peux imaginer une série qui serait dans ce ton-là. Parce qu'il y a un historique, la série rurale aux États-Unis. Bon, un truc comme Justified ou Longmire, par exemple, mais là, c'est vraiment des séries de cow-boys. Pourquoi pas? Il faudrait quand même changer pas mal de choses parce qu'il n'y a pas non plus 40 personnages dans Huck. Le scénario se résout assez vite et je les vois mal name drop Vladimir Poutine maintenant ou Boko Haram parce qu'il y a ces deux trucs là dans la BD. Bon, le monde a changé depuis et puis pareil, je vois mal Huck aller défoncer du djihadiste en série Netflix comme ça. On verra bien. Mais on n'a pas encore vu la moindre série Mark Millar qui soit bien, à part effectivement Super Crooks, mais qui est une série animée japonaise en plus. Donc c'est compliqué de savoir sur quel pied danser avec lui. Contrairement à d'habitude, on peut pas dire que ça filera de l'argent aux auteurs, parce qu'ils sont tous sous contrat. Albuquerque, je pense qu'il est encore techniquement copropriétaire, mais il a dû vendre ses droits aussi quand Millar World a été racheté. Donc, à voir. En tout cas, moi, si ça a l'effet Netflix élévateur de faire vendre une bonne BD de Mark Millar, pourquoi pas. Mais elle est encore dispo en VF, ça? Alors, quand j'en ai parlé sur Twitter, les gens m'ont répondu que non. Qu'elle s'arrache à prix d'or sur les réseaux, mais dès que la série va sortir, Panini fera une réédition de luxe avec des bonus, machin. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi, je trouve ça plus intéressant que Magic Order à faire en série télé, en tout cas. Comme le film, tu vois, le film Nemesis dont on entend des nouvelles. Ah oui, et donc après ça, le prochain projet, c'est le film Prodigy, qui n'a aucun intérêt. Hein, très clairement, c'est l'une des très mauvaises BD de Mark Millar. C'est encore Albuquerque au dessin. Ça a vraiment aucun intérêt à être fait en film. Mais peut-être que comme il y a des mauvaises BD de Mark Millar comme Secret Service qui ont été faites en bon film, peut-être que ça peut changer un peu la donne, mais c'est vrai que il y a un côté répétitif parce qu'on a les James Bond, on a justement le Secret Service, enfin Kingsman. C'est vrai que Prodigy là-dedans, s'ils prennent Idris Elba ou quoi, ce sera encore un actionneur bourrin avec un quarantenaire qui va défourailler des gueules et dire des phrases punchline partout. Du coup, je l'ai même pas fait en news isolé sur comicsblog.fr parce que je me suis dit bon, le film Prodigy, on verra bien. Manifestement, lui, il ira d'y tenir. Mais derrière, si vous n'avez pas lu Prodigy, là, pour le coup, si vous voulez économiser de l'argent, ne le lisez pas, en fait. Lisez-le en bibliothèque. Lisez-le en bibliothèque, quoi. Mais donc voilà, grosse, encore une fois, actualité, Mark Millar, en 2023. Ouais, clairement. Et du côté de la télé aussi, autre annonce qu'il a aussi est importante, on va dire, le jour du 100e anniversaire de la naissance de Stan Lee, Marvel qui annonce un documentaire sur Stan Lee qui arrivera sur Disney+ en 2023. Où on peut bien évidemment se poser la question de l'angle choisi surtout, puisque autant ça pourra faire plaisir certainement de retrouver plein d'images d'archives, et moi j'ai quand même l'impression que ça va être un documentaire surtout sur le mec qui faisait des caméos plus que forcément l'auteur et ancien rédacteur en chef de Marvel, parce que c'est sur Disney+, et que sur la promo en fait on voit vraiment que des images de lui dans les films. Mais quelque part, ça permet d'avoir plein d'images de tournage et de trucs comme ça. Ça peut être sympa pour se rappeler que c'était quand même un gars qui avait l'air cool. Mais ça, clairement, ça n'enlèvera pas en fait toute une part d'ombre en fait du personnage, notamment par rapport en fait au mérite qui s'est attribué sur beaucoup de ses co-créations. Voilà qu'il a eu le mérite d'avoir écrit tout ça, mais sur des pures questions de design, de dessin et tout ça, il y avait même de scénario. Hein. Tous les trucs qu'il dit, c'est moi qui l'ai inventé. T'as une interview célèbre de Kirby au Comics Journal qui dit non, c'est pas vrai, c'est moi qui ai inventé ça et tout. Évidemment, c'est pas il y a plus intéressant parce que moi, en fait, j'ai profité de parce que cette actualité, voilà, ça fait partie des choses qui ne m'intéressent pas forcément parce que tu sens quand même le produit très auto-congratulant que fait Marvel sur ce qui est devenu un petit peu sa figure publique et voilà, ce que je dis, c'est que autant c'est leur Uncle Ben's maintenant. Hein, ouais, c'est ça, c'est que autant c'est cool de voir des images d'archives s'il y a des choses inédites et tout, autant je pense que il y a déjà pas mal de choses qui ont été montrées sur cette année. Je suis pas sûr que ce documentaire là précisément aille nous apprendre quelque chose d'intéressant. Par contre, ça me permet toujours d'en placer une sur un autre projet qui lui m'intéresse beaucoup, qui est une BD qui s'appelle Fathers of Marvel Comics d'ailleurs au pluriel, de J.L. Mast qu'il est en train de préparer. C'est un énorme travail de recherche sur justement le destin
enfin les débuts de Stan Lee et de Martin Goodman lors de la création de ce qu'a été le Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et justement, dans un post qui datait du même jour, il explique en fait qu'il avait retrouvé des preuves dans ses recherches qu'en fait Stan Lee utilisait des ghostwriters pour certaines de ses histoires, et ce qui forcément amène encore plus du coup une part un petit peu d'ombre sur les pratiques qu'il pouvait avoir, et sur le crédit qu'on lui reconnaît même en tant que scénariste, puisque apparemment il faisait pas tout seul. Et je pense que voilà, s'il y a un projet qui sera vachement, c'est pas pour dire que c'est pas tout blanc tout noir, c'est juste qu'il faut reconnaître aussi voilà, que personne n'est parfait, que Stan Lee était certainement quelqu'un qui n'était pas parfait non plus, même si son apport à la pop culture et à la culture comics, il est indéniable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y aura rien à redire sur ses capacités de dialoguer, sur ce qu'il a apporté sur la façon de voir le monde avec l'univers Marvel, donc ça. Mais il faut aussi engagements politiques pour la diversité. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qui ne seront pas enlevées, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont aussi très intéressants à explorer, je pense, pour avoir vraiment une sorte de portrait complet. Donc c'est le décalage entre le monstre sacré qu'on en a fait et la réalité en fait qui est gênant, parce que en fait du coup c'est un immense arbre qui cache une forêt en fait d'individus que l'histoire ne retiendra pas. Parce que même quand on parle de Kirby et Ditko, on s'en souviendra. Ditko, il est accolé à Spider-Man, Kirby, c'est Kirby, mais il y a des tonnes aussi de petits artistes qui, pareil, devaient probablement écrire les dialogues ou faire les intrigues de leur BD, ou même qui ont peut-être créé des personnages dont on se souviendra pas du tout, tu vois. Donc à voir ce que le documentaire donnera, mais en tout cas moi c'était surtout pour remplacer. Donc vous pouvez aller sur Facebook et vous tapez juste Fathers of Marvel Comics. Il y a une page Facebook qui est dédiée à ce projet-là. Je sais pas quand il sortira, parce que mais par contre pour le suivre depuis plusieurs années, Mast va aux États-Unis, il va s'entretenir avec les ayants droit, enfin avec les descendants des familles et tout ça. Le niveau de recherche, pour vous faire un ordre d'idée, c'est pareil que ce qu'a fait Run sur Short Story, si ce n'est plus limite. Donc voilà, je pense que je sais pas quand ça sortira, et je lui souhaite de toute façon de mener ce projet à bien, mais quand ça sortira, à mon avis, ça va être une bombe dans le milieu de la BD. Et Mast avait même entretenu une correspondance avec Ditko lui-même de son vivant. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ça. Je crois même qu'il l'a rencontré, si je dis pas de bêtises. Ça, je sais pas. De toute façon, on invitera Mast à en parler quand il sera prêt pour en parler, parce que ce sera, à mon avis, ça va être très une BD qui sera très importante pour notre milieu et même à l'échelle de la BD américaine en général. Corentin, on termine la partie cinéma. Tu voulais parler du budget faramineux de Black Adam, dont on apprend de plus en plus, en fait. C'est que plus le temps passe, plus en fait l'échec relatif au box-office devient en fait un échec cuisant, vraiment du pur point de vue financier. Et tu t'aperçois qu'en fait que Dwayne Johnson a vraiment fait n'importe quoi avec ce film. Lui, oui. Warner Bros aussi, parce que c'est pas que la fin de Dwayne Johnson, évidemment. Et New Line Cinema. Voilà, et New Line. Bon. Pour résumer, effectivement, là, il y avait la fameuse bataille, parce qu'en fait, on en a parlé, j'ai réécouté le podcast, on en a parlé dans les deux précédents podcasts, sans donner le contexte. Donc, pour le contexte, la rédaction de Variety avait fait un article qui expliquait que le film allait perdre entre 50 et 100 millions de dollars, en s'appuyant sur un budget de production estimé à 190 millions, et une recette financière de 390 millions, je crois. Yes. Voilà, donc après doit être un peu plus maintenant. Voilà, après les P&A, donc les press and advertisement, donc la publicité, les coûts marketing, donc l'affichage dans le métro, les panneaux publicitaires, les spots télé aux États-Unis, etc., etc. Après, aussi le travail des équipes de trailer et tout. Voilà, vous voyez comment ça marche à peu près. Et les petites lampes poches distribuées à l'avant-première du Grand Rex. Exactement, voilà. Et puis le budget des videurs, des videurs pour surveiller les avant-premières aussi, tu vois, qui balancent un petit rayon dans la gueule si tu filmes, c'est horrible. Ainsi que, il faut bien. Faut pas filmer pendant les avant-premières. Je suis d'accord. Non, mais je trouve la méthode un peu plus, tu vois. Limite, on prend le mec, on le sort de la salle, je trouve ça plus humain, en fait, que de risquer de lui crever les yeux avec un pointeur laser, mais bref. Et effectivement aussi les coûts des residuals, il faut jamais oublier ça, aux États-Unis tout est calibré, il y a des syndicats, etc. Donc il faut considérer qu'il y a des frais externes qui, là en l'occurrence, étaient chiffrés à 43 millions. Donc une fois qu'on met tout ça dans la boucle, Variety disait le film va perdre entre 50 et 100 millions de dollars. Là-dessus, contre-tribune de Deadline, réponse très agressive, qui répond c'est de la connerie, et littéralement quasiment comme ça, il dit vraiment non c'est faux, l'article Variety est complètement faux. Voilà nos chiffres, et là il présente un tableau qui effectivement met dans la même boucle à la fois les entrées au box-office, les locations en VOD, les locations streaming, enfin les achats streaming par les plateformes de streaming, et je crois même les ventes de DVD, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a vraiment tout. Le home vidéo, ouais. Voilà, et donc après ça, tout le monde s'est dit c'est quand même curieux cette tribune, et évidemment en plus fait une comparaison avec Captain America le premier, qui avait rapporté une somme quasiment considérable à celle de Black Adam.
et qui avait quand même amorcé une franchise. Voilà, donc c'est ensuite plein d'analyses, plein de commentaires. Revenez du coup à ce qu'on a dit les dernières fois par rapport à Captain America, par rapport à Deadline, cette tribune incendiaire. Le Hollywood Reporter, même eux d'ailleurs se sont un peu étonnés de la tribune de Deadline, où ils disent vraiment c'est assez curieux que ces articles-là soient sortis. Puck qui dit que c'est Johnson qui a fait fuiter les chiffres, que Warner Bros du coup était très énervé, et que à côté de ça, les chiffres qu'il a sortis sont en plus faux. Donc une petite affaire médiatique quand même qui nous paraissait effectivement vraiment l'espèce de dernier coup de poker d'un bluffeur qui s'est dit non, il faut absolument pas que je perde la face, parce que Black Adam, Dwayne Johnson, il a ce côté aussi, c'est l'éternel winner d'Hollywood, tu vois, c'est le mec qui se met tout seul avec ses gros bras, qui vient du catch, qui est devenu acteur vedette, et qui a sauvé des franchises comme G.I. Joe, ou Fast and Furious, qui après est devenu producteur de ses propres films, qui a gagné beaucoup d'argent avec, voilà. Et donc là, effectivement, le fait de leaker des chiffres à la presse, en gonflant un peu l'addition, en se disant ça va passer, voilà, c'était un petit peu pour sauver les meubles et sauver son image publique. Ça lui ressemblait bien quand même, effectivement, on n'a pas trop de doutes sur le scénario de ce qui est arrivé. Et donc Hollywood Reporter qui donne les vrais chiffres, puisque le film n'a pas coûté 190 millions, il aurait plutôt coûté 260 millions, ce qui est très 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 cher pour un blockbuster quel qu'il soit. C'est vraiment, là on est au niveau des chiffres de BVS, pour vous donner une image de l'ampleur de l'échec, on va dire, ou de Justice League, pareil, qui aurait coûté 350 millions après les reshoots. Et pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, donc ils ont fait une première version du film, une première mouture, et projection test, et le public dit désolé frérot, mais là c'est de la merde en fait. Donc voilà, les producteurs se disent on ne peut pas le sortir comme ça, il faut qu'on retourne en tournage. Et donc 20 jours de tournage. Encore une fois, pour vous donner une idée, généralement un film comme ça c'est 6 semaines de tournage à peu près, donc 20 jours c'est à peu près un tiers de ça. Vous vous doutez, ou la moitié de ça plutôt, vous vous doutez bien que ça gonfle la facture, et on monte donc de 190 millions le budget annoncé officiel à 260, et donc même l'article de Variety qui estimait la perte à 50 à 100 millions, en fait il faut rajouter 60 millions à tout ça, donc ce serait plutôt de 110 millions à 160 millions de pertes, ce qui est beaucoup pour un film qui a effectivement été développé pendant très longtemps. Il y a les coûts Covid et compagnie pareil qui sont un peu masqués, parce que ça c'est considéré comme des pertes et profits, tu peux pas endiguer, tu vois, c'est le monde est fait comme ça, il y a eu le Covid, tout le monde a perdu de l'argent à cause du Covid, voilà. Mais ça fait beaucoup, et surtout effectivement si Johnson a essayé de maquiller ça en donnant pas à la presse lui-même les vrais chiffres, les vrais coûts de production, t'imagines bien que là chez Warner Bros ça a dû un peu tirer la gueule. Donc on va répéter ce qu'on a dit au dernier podcast, que c'est bien fait pour sa tronche, parce que il fallait la violence. Non mais il fallait faire un meilleur film que ça. Je trouve ça quand même dingue que ils ont fait une projection test quand même. Donc il y a des gens qui leur ont dit. Oui, mais tu sais que les projections test, c'est ce qui amène aussi à des films comme Venom à sortir et qui marchent très bien. Donc, ouais, mais enfin, connaissant Dwayne Johnson, je pense pas qu'il avait fait un film beaucoup plus ambitieux ou beaucoup plus bresson. Tu vois, ils disent pas la violence les a choqués, le sérieux du film les a choqués, ou l'intrigue les a confondus, tu vois. C'était plus non, c'est pour les reviewed, tu vois. C'était vraiment genre non, les gens n'ont pas aimé la première version, tu vois. Alors effectivement, des fois ça gomme des visions artistiques, comme pour Birds of Prey où on a viré les scènes musicales, comme pour Suicide Squad où on a fait un film plus comique et tout. Mais le film il ressemble quand même vachement. Toi tu l'as vu, non, tu peux en parler. Le film il ressemble quand même vachement à d'autres films de Dwayne Johnson. En plus c'est Rome Colette Serra qui est juste un mec qui il ressemble surtout c'est lambda film de super-héros, et puis et c'est vrai qu'il y a eu d'autres réflexions qui ont fait là-dessus. Maintenant au sortir de 2022, quand on a une année on se tape Morbius, Thor 4 et Black Adam, tu dis quand même je te dis pas qu'il est honteux au point de non mais ce que je dis c'est que t'as quand même une baisse de qualité de ces productions là, quoi. Certes, parce que moi de cette année là, sans jeu de mots, non, pas de Claude François dans le podcast. Mais ne dis pas le jeu de mots si tu veux pas le faire. Pourquoi tu l'expliques ton jeu de mots que tu ne fais pas? C'est parce que comme ça, les gens ils se disent ah cool, il l'a pas fait. Et ils voient les efforts que je fais pour mon public. Mais ils voient que tu l'as fait puisque tu. Mais non, je l'ai pas. Mais non, je l'ai pas complètement fait. Donc cette année-là, il y a eu beaucoup de films de merde, et celui-là c'est pas le pire, on est d'accord. Mais quand tu mets bout à bout, il est quand même bien nul, quoi. Mais quand tu mets bout à bout Hobbs and Shaw, c'est pas ouf. Quand tu mets bout à bout Jumanji, c'était pas mal en l'occurrence. Le Red Notice sur Netflix qui était une vraie merde pour le coup, il y avait Jungle Juice aussi là. Jungle Cruise qui était pas incroyable, ça se regarde quoi, voilà. Et tu dis quand même que Johnson ne prend plus aucun risque, et encore une fois, il a été prendre Rome Colette Serra qui est un de
un de ses sbires, on peut le dire. Un de ses potes, parce qu'il a réalisé Jungle Cruise. C'est ça, et il travaille qu'avec ses potes qui vont dans son sens. Il se met pas en jeu, il se remet pas en question, il va jamais essayer de questionner son modèle, parce que c'est lui, c'est les producteurs. Ouais, mais jusqu'à présent, ça marchait, donc. Bah justement, c'est peut-être là, au bout d'un moment, les gens en ont marre. Regarde, Transformers, ça a marché 4 films, et puis le 5e, il s'est vautré, tu vois. Et on peut tromper 1000 fois une personne. Mais tu vois, et voilà, moi, ça me rassure pour ça, parce que je ne souhaite pas l'échec de Dwayne Johnson, mais comme on l'a déjà dit plein de fois, c'est un acteur qui est sympathique, qui a du talent, et qui pourrait faire bouger les choses à Hollywood, parce qu'il a cette cote d'amour auprès du public. Ouais, il a un soft power qui est très fort. Au lieu de ça, il se Vin Dieselise depuis 10 ans. Et au point, je me demande de venir infester le cinéma de super-héros, alors que c'était l'occasion de s'en mettre en question, de faire un truc plus généreux, plus créatif, plus riche, en fait, parce qu'apparemment, c'est un fan de comics, en plus, Dwayne Johnson. Ça fait quand même 15 ans qu'il en parle de Black Adam. Et en plus, le passage en force de Henry Cavill, et en plus, la discussion avec James Gunn, qui a priori, lui a bien fait comprendre que la porte est là-bas. Voilà, moi, ça me fait quand même assez plaisir, effectivement, parce que pour une fois, on sanctionne le manque de prise de risque et de créativité. Ouais. Donc, par exemple, c'est pas personnel. Hein. Personne n'a sanctionné Taika Waititi. Tu vois, parce que là, on parle de film. Et ça, c'est quand même très bizarre. Ouais. Morbius, c'est pareil. Quoique, il sera, a priori, si un 5e film, il serait pas forcément aux commandes de oui, espérons-le, oui. Mais Morbius, c'est pareil. Morbius, il était sanctionné dans les salles. Personne n'a été voir. Peu de gens ont été voir ce film. Il a fait beaucoup moins d'argent que Venom et Venom 2. Il s'est bien vautré la gueule. Et ils ont essayé de le ressortir en capitalisant sur le fait que c'était de la merde. En mode genre, ouais, ça de la merde, on le sait, regardez, allez, on a fait des mèmes, maintenant on le ressort en salle, et peut-être qu'avec l'énergie un peu coconne, comme Venom 2, des fans qui vont le voir au second degré, on va refaire de l'argent. Non, les fans ont répondu, mais tu te fous de notre gueule, vraiment, tu te fous de notre gueule. Il y a une chaîne Twitch qui le diffuse en boucle pour qu'on ira au cinéma. T'as même des chaînes Twitter qui le passaient en accéléré, c'est en ultra accéléré, genre en une minute, t'avais tout le monde. Ouais, je me rappelle. Mais donc, tu vois, voilà, pourquoi Black Adam et Morbius et pas Marvel Studios, je suis d'accord que c'est injuste, parce qu'en fait, le pire film de l'année, en super-héros, c'est évidemment Thor Love and Thunder. Et pourquoi, effectivement, lui a bien marché, parce qu'il a bien marché, c'est dommage. Ça m'énerve aussi. Mais pour une fois, encore une fois, un film de super-héros qui est mauvais ne devrait pas juste marcher parce que c'est un film de super-héros. C'est quand même triste à la fin que les gens, du coup, on prend vraiment le public du super-héros pour des cons. On leur dit, voilà, on va vous faire la merde habituelle, 3e acte, vilain CGI, baston. Et vous allez en bouffer parce que vous adorez ça. Ben non, la preuve, cette année, ça marche pas tout le temps. Alors moi, j'aimerais bien que Marvel Studios se casse la gueule un petit peu aussi de temps en temps, mais je pense qu'il y a, enfin, on l'a déjà vu même par rapport, tu sais, à l'actualité sur le fait qu'ils vont réduire aussi le nombre de productions originales pour Disney+. Il y a quand même une limite en fait au modèle Marvel Studios. Il y a une limite au modèle blockbuster américain, parce que cette année c'était compliqué pour pas mal de films, mis à part certaines justement, à part Avatar 2 et Top Gun Maverick, ça n'a pas non plus été incroyable. Je veux dire, Black Panther va pas faire le milliard, Black Panther 2 va pas faire le milliard. Thor, c'était quand même une déception par rapport. Mais après ils ont plus la Chine, tu vois. Donc eux quand ils font leur courbe, mais ça fait partie. Il y a le fait que la Chine a durci ses règles sur l'import des films. Il y a le fait que le monde post-Covid aussi, il y a des crises, il y a plein de choses qui se mettent en place qui font que de toute façon le système hollywoodien et le système de production, même des adaptations de comics, est en train de changer, et ce sera plus comme la période Infinity Saga, pré-Infinity War. On aura, à mon avis, même avec les Fantastic Four et même avec les X-Men, on n'aura plus de cette effervescence qu'on a eu avec Infinity War et Endgame, tu vois. Ah, parce que Kevin Feige donne plus la ligne de mire que serait un Galactus, que serait un Annihilus ou quoi, tu vois, il y a plus de crossover à l'horizon. Ils veulent le faire avec Kang malgré tout. Il y a quand même le Secret Wars. Oui, mais c'est une autre phase, là, tu vois. Ouais. La phase 4 qu'on vient de vivre. C'est que même ce Secret Wars, il fait petit bras au final, je trouve. Mais après, faut voir. C'est dans très longtemps, mais c'est quand les Fantastiques vont arriver que ça va vraiment commencer à devenir sérieux, je pense. Parce que je pense que lui le voit comme sa réponse méta à Iron Man, tu vois, en mode genre, ok, c'est la grande équipe fondatrice qui nous manquait. C'est la première famille, bien sûr. Oui, c'est la première famille Marvel. Et ça, on verra bien. Par contre, effectivement, là, la phase 4, tu vois, je pense que ils ont été sanctionnés sur des trucs, c'est sur les réseaux sociaux. Bon, pour Moon Knight, non, malheureusement, j'aurais aimé que les gens se réveillent, mais apparemment, plein de gens aiment la série, voilà. Mais par exemple, Hawkeye, tout le monde s'en est battu les couilles. Oui, et à l'inverse, She-Hulk, tout le monde chie dessus. Alors voilà. que, oui, ça c'est triste aussi. Bon, Miss Marvel, j'ai l'impression qu'elle a pas fait grand splash. Miss Marvel, elle passe entre les lignes un peu, j'ai l'impression. Voilà, tu vois. Mais donc, du coup, c'est effectivement la fin de l'abondance, peut-être pour Kevin Feige aussi. Mais j'aimerais bien quand même tu vois, Love and Thunder, quand même, quoi, 700 millions, 800 millions? Ouais. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour une merde pareille. Au moins, en bouche à oreille, il aurait pas dû faire ça, tu vois. Et nous dites pas qu'on est méchant, parce que très honnêtement, on a été bon public pas mal de fois, on note pas méchamment les films et tout. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Franchement, quand j'y repense à ma critique, limite, je pense que j'ai pas été. C'est 760 millions quand même. Mais en vrai, voilà, c'est quand même
Moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment, en fait, j'aimerais qu'on En fait, c'est le que public excuse-moi, juste, le public des films de super-héros n'a pas de raison d'être plus bête que le public des fans de comics. En comics, il y a des chefs-d'œuvre. Dans le cinéma de super-héros, il y en a aussi parfois, mais ils sont très rares et pas par les mêmes boîtes. Donc à un moment donné, moi j'aimerais bien qu'on prenne aussi nos responsabilités en tant que fan et qu'on arrête aussi d'aller voir tout et n'importe quoi. Moi c'est pour ça que je n'ai pas été voir Black Adam et que j'irai pas voir probablement d'autres films de l'année prochaine. Parce que j'en ai marre en fait de juste parce que je suis fan d'aller tout voir. Je suis fan de comics, je vais pas lire tous les comics qui sortent parce que je suis fan de comics, tu vois. Donc à un moment donné, que Black Adam soit effondré, encore une fois pour moi c'est une bonne nouvelle et j'aimerais que si d'autres films mauvais sortent à l'avenir, ils ne marchent pas non plus. Parce que pas parce qu'on est fan de comics qu'on a envie que toutes les merdes fonctionnent parce que c'est nos personnages préférés. Voilà. C'est vrai qu'il y a des choses à dire, hein, finalement. Ouais, mine de rien, je pensais pas, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses à soulever. Corentin, la dernière news, c'est donc, Eternals 2. Ouais. Eternals 2, le film confirmé sans être vraiment confirmé pour l'instant. Officiellement, il n'y a pas de suite qui a été validée, annoncée dans les plannings, dans les calendriers de Marvel Studios, mais c'est pas la première fois qu'on entend que le film serait bien en production, puisque c'était Patton Oswalt qui donne sa voix à Pip le Troll dans la scène post-générique, qui avait déjà dit qui serait là pour la suite. Et là, en fait, c'est l'agence qui s'occupe de Madong Sok, merci, ou Don Lee, qui en fait a dit que Eternals 2 fait bien partie des projets en développement pour l'acteur. Oui. On voit le battage de couilles à la coréenne, là, pour le coup, c'est genre Marvel. Ouais. Donc, Madong Sok va faire ce film-là l'année prochaine, les gars. Enfin, il dit pas l'année prochaine, en fait. Ils ont publié un communiqué où ils listent tous les projets de Madong Sok pour 2023, donc il y en a pas mal en plus. Parce qu'apparemment, il est vraiment en train de percer en Occident, ce mec. Bah, il va en Corée et en Occident. Ouais, il est trop fort, ça. C'est les Crime City qui vont continuer, apparemment. Il y en a d'autres prévus l'année prochaine. Un film qui s'appelle The Wanderer, je crois, ou peut-être juste... Ah non, pas The Wanderer. Bref, un film d'action coréen pareil, et qui disent, et voilà, donc ça c'est pour le marché coréen, et ils disent aussi ensuite dans la foulée, et à l'international il a aussi prévu 2 films qui sont Machin et Eternals 2 avec Marvel Studios et tout, c'est incroyable. Et tu dis, ah bon? Bon, bah, très bien. Voilà, Kevin, t'as ton annonce et tout. Et t'imagines le pauvre Kevin, c'est qu'il avait prévu son plan PowerPoint comme d'hab avec, et en 2023, avec la phase 5, on va faire ce film-là. Et Chloé Zhao, Oscar, Academy Award winner, elle va revenir et à teaser, bam. Et en fait, les deux, ils ont décidé que, bon, ouais, c'est bon. On sait très bien qu'ils vont le faire. Allez, hop, on prend un peu d'avance. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Écoute. Bon, déjà, pour commencer, Gilgamesh qui était mort dans le premier, qui revient. Oui, mais c'est les Eternals, ils ressuscitent régulièrement, c'est pas du tout anormal. Et en plus, on a vu dans le 1 que Harry Shem avait une usine à Eternals où il les fabrique en série. On peut même imaginer une sorte de baston entre les Eternals morts du 1 et les Eternals survivants du 2. On imagine aussi que du coup, ça pourrait laisser la porte ouverte à un retour de Richard Madden, oui, alias Superman, dans l'univers Marvel. Alias le plus gros plagiat de la film de Snyder chez Marvel Studios ever. Donc ouais, pourquoi pas. Moi j'ai bien aimé le premier, encore une fois. J'ai bien aimé faire un podcast sur le premier d'ailleurs. Chloé Zhao qui revient, bon, c'est pas forcément du coup un gage de qualité particulier parce qu'elle a pas réussi forcément à se débattre dans le modèle Marvel Studios. Puis à voir si elle revient vraiment. À voir si elle revient vraiment, effectivement. Bah, d'après Oswald, oui. Effectivement, je pense qu'elle a envie de s'amuser. Enfin, apparemment, c'était une bonne expérience pour elle, le premier. Je sais pas pourquoi, mais vu qu'elle s'en foutait, en fait. Peut-être, c'est comme disait Beaujoin, en fait, dans le podcast qu'on avait fait sur le catalogue 2023, tu vois, c'est aux États-Unis, ils séparent bien, en fait, ce qu'ils font pour eux et ce qu'ils font dans le super-héros, en comics. Peut-être que c'est pareil pour les metteurs en scène. Peut-être qu'ils se disent, à part James Gunn, qui pense assez au sérieux et qui dit c'est ma carrière maintenant, les super-héros. Peut-être que tous ces mecs-là et ces meufs-là qui viennent travailler chez Marvel, ils se disent juste, bah écoute, ça je le fais. Je pense qu'ils sont conscients que c'est pour les gosses. Oui, c'est ça. On se fait plaisir un peu, et puis si je peux mettre 2 ou 3 idées visuelles ou mes thématiques. C'est ça, c'est l'art du compromis, techniquement. C'est ça. Et puis ça lui assure une rente pour faire des films plus risqués ensuite. Donc pourquoi pas, effectivement, a priori plutôt un film dans l'espace, cette fois. Peut-être qu'ils iraient voir la colonie de Thanos, ou peut-être qu'ils iraient juste botter le cul des Celestials, qu'on n'a pas vraiment revu depuis. Donc on n'a même pas d'ailleurs assumé la conséquence principale d'Eternals 1 qui est qu'il y a un Celestial dans la mer. Mais elle était abordée dans She-Hulk, non? Il y avait un passage de journal télévisé. C'était genre une blague, quoi. Oui. Et pareil, hein, je veux dire, quand même, toute la Terre a vu une créature grosse comme une planète débarquer dans le ciel et dire les 3 là, je les embarque. Personne n'en a parlé. Tu sais, les terriens, ils doivent être tellement chill
sur la Terre Marvel Studios, genre ah ouais, un génocide, 5 ans, 100 personnes, oh bah ils sont revenus, très bien. Ah puis les aliens ils existent et puis ils peuvent nous botter la gueule à tout moment, très bien. Ah puis il y a des dieux de l'espace les aussi. aliens, ils le savaient depuis 2012 avec les Kitori, donc. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, t'as des mecs qui se battent pour choper des métaux précieux et là t'as quoi? Ah putain, il y a un peuple sous-marin, dis donc. Mais c'est fou, il y a plein de trucs cachés quand même, on savait pas. Tu sais, tu l'as posé des questions, mais tu sais, tu l'as fini par croire au monstre du Loch Ness et toutes ces conneries là quoi. Les complotistes sur Terre Marvel Studios, ils doivent être c'est les rois en feu, hein. C'est les rois du pétrole là-bas. Ah ouais, elle est pas plate la Terre. Eh ben, je peux te dire que Thanos il pensait pas ça. Hein. Mais bref. Donc du coup voilà, Eternals 2 probablement. Très bien. Eh ben, on suivra les nouvelles de ce développement de projets non officiels certainement dans l'année prochaine. Et Corentin, je crois que on vient de finir le dernier front page de 2022. Bah oui. Et voilà, deuxième année consécutive à faire de la revue de l'actualité 3 fois par mois. On continue comme ça en 2023 alors? T'es chaud? Non. Non. Voilà, je t'annonce. T'arrêtes? C'est la fin de podcast, Arnaud. C'est la fin de First On a bien kiffé. Hein. C'était pas mal quand même. Ouais. Bon. Parfois. Non, bien sûr que non. Il vous fait une petite blague. C'est la petite montée de tension pour la fin de l'année. Mais on espère que ça vous a plu. Oui. On va se reposer 3 jours avant de reprendre les podcasts, avant de recommencer pour une nouvelle année qui, on espère, 2023 sera pleine de bonnes choses, pleine de découvertes, pleine d'invités, pleine d'émissions. On va essayer de continuer à vous proposer cette formule et de la densifier ou de proposer des choses différentes. Putain, c'est quand même l'année des 50 ans de Howard the Duck. Hein. C'est vrai. C'est une grosse année qui se prépare. Est-ce qu'on ferait pas un mois spécial Howard the Duck? Allez, tu veux faire un podcast Howard the Duck avec moi, Arnaud? Je veux bien. C'est vrai? Ouais. C'est un engagement. Arnaud, les podcasts thématiques, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien, très bien. Mais en tout cas, on espère que le chemin vous plaît et que ça continuera de vous plaire, que vous serez toujours plus nombreux à nous accompagner pour simplement participer aussi de votre côté après à diffuser la culture comics, les belles bandes dessinées américaines qu'on adore suivre et parfois aussi même juste les BD de gens qui sont faites en France mais qui sont d'inspiration parce que la pop culture, la culture, c'est vraiment la seule chose que plus t'en as et plus tu la partages, plus tout le monde devient riche. Donc c'est vraiment trop trop chouette. Vive les comics. Une très belle fin d'année à vous. Puis on vous dit à 2023 pour les prochains podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être présents et présentes. Et on vous fait 1000 bisous. Ciao, ciao. À l'année prochaine.